mis l'accent sur l'importance du mémoire, parce que beaucoup d'étudiants ont tendance à négliger le mémoire ou laisser le mémoire, la rédaction du mémoire à la dernière minute, et ils se retrouvent à la fin, donc, je dirais, entre guillemets, à bâcler leur mémoire, parce qu'ils se focalisent surtout sur la partie implémentation, en pensant qu'il y a plus de notes à l'implémentation qu'au niveau du mémoire. Alors que c'est faux, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'insiste sur... Parce que pour moi, la rédaction du mémoire n'est pas très difficile par rapport à l'implémentation. Quand vous avez une implémentation à faire, une configuration à faire et tout, donc c'est l'objectif de votre projet. Vous devez travailler, c'est-à-dire tout au long du semestre, donc pour avoir cette note. Alors que le mémoire, non. Le mémoire, donc vous avez une note qui a la même valeur, c'est-à-dire il n'y a pas de coefficient entre les différentes notes. On va parler du système de notation du PFE. C'est la même note, que ce soit au niveau du mémoire ou au niveau de l'implémentation. Vous avez pratiquement la même note avec les mêmes coefficients. Donc, pour moi, la note du mémoire, c'est un cadeau. Donc, c'est du gâteau. Vous pouvez avoir une très bonne note si vous prenez à temps dans la rédaction de votre mémoire. D'accord? Bon, le reste, il y aura par la suite donc d'autres notes. Bon, j'ai vu un étudiant, il a mis 1 sur 4. Donc, c'est le quart de la note, effectivement. Donc, c'est le quart de la note pour les projets de licence. Bon, alors, je vais essayer donc de parler grosso modo donc, sur les différents aspects donc, concernant la rédaction du mémoire de licence. Donc, on commencera par le système de notation parce que bon, je sais que ce qui compte le plus aux étudiants, c'est la note. Donc, le système de notation pour le projet de licence, donc il est divisé en 4. Donc, il y a une note sur 20 concernant donc l'implémentation, donc la réalisation du projet. Il y a une note aussi sur 20 concernant la rédaction du mémoire. Ok, ça c'est quelque chose de fixe. Ok, donc quand je dis fixe, même les 2 dernières années, on avait la note de l'implémentation et la note du mémoire. D'accord, je parle des dernières années, les 2 dernières années, parce qu'on était dans un contexte particulier. Ok, on n'avait pas de soutenance, on n'a pas fait de soutenance. C'était l'année passée, je me rappelle, à la première vague des soutenances, c'était un enregistrement que les étudiants devaient envoyer aux membres du jury pour évaluer le travail des étudiants. Alors qu'avant la crise sanitaire, il y avait une soutenance où l'étudiant il venait présenter son travail devant le jury et ensuite il répondait aux questions. Donc, si on prend le schéma classique, d'accord, je sors un petit peu du contexte de la crise sanitaire. Donc, il y avait donc les 2 notes concernant l'implémentation, concernant le mémoire, une note pour la présentation et une note pour les réponses aux questions. Donc là, vous avez les quatre notes. On calcule la moyenne, vous avez la note du PF. Donc ça, c'est par rapport au système de notation. Alors, faites attention donc, concernant le projet de licence. Le projet de licence, contrairement au projet de master, le projet de licence, il est évalué comme une sorte de module. D'accord? Quand je dis comme une sorte de module, c'est pour vous dire que lors de la phase de délibération, vous n'allez pas avoir que la note du PFE. Vous allez avoir la note du PFE, vous allez avoir la note ou les différentes notes des différents modules. Ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a des coefficients, donc il y a un coefficient un peu plus important pour le PFE, contrairement aux autres modules. Mais n'oubliez pas que, par exemple, dans votre spécialité, la spécialité GTR, vous avez 3 modules et qui arrivent à compenser donc le PFE, donc en termes de coefficients. Donc, faites attention à ne pas négliger vos modules. D'accord? En master, non. En master, quand vous allez arriver à votre dernier semestre, vous n'avez que le projet à faire. Et c'est la note du projet qui va déterminer est-ce que vous allez être admis en M2 ou non. C'est-à-dire est-ce que vous allez être diplômé du master ou non. Or que là, non. On a eu à plusieurs reprises, on a eu des étudiants qui ont eu des 6 et des 7, par exemple, dans leur projet. Ça arrive, hein, croyez-moi que ça arrive. Donc, il ne faut pas dire que si je fais mon projet, je vais m'assurer d'avoir une bonne note. On a eu plusieurs cas d'étudiants qui ont eu donc des 5 et des 6, mais ils ont pu avoir leur semestre grâce au module.
On a eu aussi des cas où des étudiants, ils ont eu des 16 dans les PFE, et ils ont été ajournés. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ont eu de très mauvaises notes dans les modules. Donc, il y a un certain équilibre à assurer. Je ne vous dis pas de négliger les modules au détriment du PFE ou de négliger le PFE au détriment des modules. D'accord? Donc, essayez d'avoir, vous avez tout un semestre, essayez d'avoir un équilibre entre votre PFE. Donc, il faudra consacrer un peu de temps au PFE, enfin un peu de temps, consacrer du temps, pas un peu de temps, mais consacrer du temps pour le PFE et consacrer du temps aussi pour les différents modules pour être à jour et éviter de se retrouver avec, je dirais, à la fin, à la veille des examens, vous retrouvez à réviser à la dernière minute. Et là, vous risquez donc d'avoir de mauvaises surprises en termes de notes. D'accord? Donc, faites attention à la notation donc, durant ce semestre. Donc, ça, c'était concernant la notation. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je ne vais pas parler des quatre aspects, l'implémentation, présentation, réponse aux questions. Bon, pour le moment, on ne sait pas comment ça va se passer, l'évaluation des PFE donc de licence. Mais ce qui est sûr, c'est que à la fin du semestre, vous allez remettre un mémoire. Donc, il y a un document que vous allez déposer. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est voir les différents aspects de la rédaction du mémoire, la structure du mémoire, l'organisation du mémoire, le contenu, comment organiser les choses à l'intérieur du mémoire, la présentation du mémoire qui est très importante, ça aussi c'est très important. D'accord? Donc, on va essayer d'aborder ces différents aspects concernant donc votre mémoire. Alors, je commencerai, bon, juste entre parenthèses, donc vous pouvez intervenir à n'importe quel moment si vous avez une question par rapport à un point particulier. Donc, vous pouvez m'arrêter ou vous pouvez poser vos questions. D'accord? Alors, concernant donc le document lui-même, ben, le document, c'est pour les licences, on dit que le document ne doit pas dépasser les 30 pages. Alors, faites très attention à la taille du document, parce qu'on s'est retrouvé à plusieurs reprises avec des étudiants qui dépassaient. Bon, généralement, on n'a pas le problème de ne pas atteindre le nombre de pages, parce que 30 pages, on les atteint rapidement, d'accord? Mais on a eu des cas où des étudiants, ils ont dépassé facilement les 30 pages, à 36, 37 ou même jusqu'à 40, 45 pages. Et ils se sont retrouvés à la fin, après la soutenance, à essayer donc de revoir donc, le mémoire pour essayer de réduire le nombre de pages et revenir à 30 pages. Donc, évitez, alors je ne vous dis pas, vous limitez à 30, c'est pas fixe, pas quelque chose de fixe, ok? Mais essayez de ne pas trop dépasser les 30 pages. On peut se permettre donc 32, 33, jusqu'à même 34 pages, ok? À condition bien sûr d'avoir un contenu qui est assez riche. Éviter le bourrage, éviter le remplissage. On va parler de ça dans un moment, d'accord? Donc, ça donne une mauvaise impression sur le travail de l'étudiant. Alors, quand je dis 30 pages, donc il faudra commencer la numérotation des 30 pages à partir de l'introduction générale. D'accord? Donc, de l'introduction générale jusqu'à la conclusion générale, ça nous donne les... voilà. Alors, je ne sais pas, bon, vous dites pour cette année, est-ce qu'il y aura une présentation? Pour le moment, on ne sait rien du tout. D'accord? On ne sait pas comment sera la situation d'ici la fin de l'année. Donc, je peux rien vous dire. Hein. OK? Mais c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est certain, c'est que le mémoire, vous allez le déposer. Donc, il y aura un mémoire à rédiger, à déposer. OK? On verra par la suite concernant la soutenance, ou est-ce que vous allez faire un enregistrement comme l'année passée. Ça sera décidé par la suite. Donc, je disais pour le nombre de pages, donc les 30 pages, donc vous devez compter à partir de l'introduction générale. Donc, dès que vous commencez la rédaction, ok, page 1. Dernière page, c'est la conclusion générale. Donc là, entre l'introduction générale et la conclusion générale, vous devez vous limiter à 30 pages ou dépasser de peu. Je dirais 2-3 pages maximum. Ok. Pour la police de caractère, donc essayez d'utiliser quelque chose de classique, quelque chose de simple. Alors, généralement, la police de caractère qui est recommandée, c'est soit utiliser Arial ou Times, avec une police qui n'est pas trop grande, d'accord? N'utilisez pas, par exemple, du 13 ou du 14,
parce qu'on sent que vous êtes en train de faire donc, du remplissage. Et n'utilisez pas une police trop petite, par exemple du 10, parce que ça fatigue un petit peu les membres du jury quand ils vont lire le document. Okay, donc, utilisez du 10 quand vous avez un document d'une trentaine de pages à lire, c'est un peu difficile. D'accord? Donc, généralement, la taille de police recommandée, c'est du 11 ou du 12 avec une police classique, donc telle que Arial ou Times. Alors, il y a par contre une question qu'on me pose pratiquement chaque année concernant l'éditeur de texte. Alors, je sais pas, il y a une rumeur qui circule chez les étudiants pour dire que voilà, les étudiants qui travaillent avec LaTeX, rédigent leurs documents avec LaTeX, ils ont une meilleure note que ceux qui travaillent avec Word. Alors, je peux vous dire que ça, c'est archi faux. D'accord? On ne donne pas une note sur le mémoire en fonction de l'éditeur utilisé. D'accord? Vous utilisez LaTeX ou vous utilisez Word, avec le même contenu, la même façon de présenter les choses, vous allez avoir la même note. D'accord? Vous n'allez pas être pénalisé parce que vous utilisez Word et vous n'allez pas être favorisé parce que vous utilisez du LaTeX. D'accord? Donc, sur le plan de notation, il n'y a aucune différence entre Word et LaTeX. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Si vous êtes à l'aise avec Word, travaillez avec Word. Si vous maîtrisez LaTeX ou si vous voulez apprendre à utiliser LaTeX, c'est une bonne occasion pour le faire. Mais assurez-vous qu'à la fin, c'est-à-dire ne perdez pas en termes de qualité. N'allez pas vous orienter vers LaTeX et à la fin, vous allez rendre un document qui est très mal présenté. Parce que LaTeX, il est un peu plus difficile à utiliser que Word. OK? Donc, si vous êtes prêt à apprendre et que vous avez le temps nécessaire pour apprendre à utiliser LaTeX et rédiger votre document avec LaTeX, ben, je vous encourage à le faire parce que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Si vous n'avez pas le temps ou si vous avez peur de ne pas maîtriser l'outil, ben, il faut utiliser tout simplement Word. D'accord? Le plus important, c'est le contenu. Le plus important, c'est la façon de présenter votre travail. La note, elle sera basée sur ça. D'accord? Donc, j'insiste sur ce point parce que ça, c'est chaque année, la question, on me pose la même question. Est-ce que c'est vrai que ceux qui travaillent avec Word sont pénalisés? Est-ce que c'est vrai que ceux qui travaillent avec LaTeX sont favorisés? Moi, je vous dis, ça, c'est faux. D'accord? On note le contenu et on note la façon de présenter le travail. D'accord? On ne note pas l'éditeur utilisé par les étudiants. Alors, maintenant, concernant la structure du document. Donc, je vous donne la structure en termes d'organisation. Ensuite, on va essayer de voir les différents aspects. C'est-à-dire, chaque point, je vais essayer de le prendre pour le détailler et dire ce qu'il y a à l'intérieur de cette partie. Alors, la structure, vous avez cette structure-là. Donc, vous avez donc votre page de garde. Okay, donc là, vous allez présenter, donc il y a le logo du STHB, faculté d'informatique, l'intitulé du sujet et tout. Ça, c'est la page de garde. Bon, on va parler de ça par la suite. Ensuite, généralement, les étudiants, ils mettent les remerciements, la partie remerciements, la partie dédicace. Ensuite, vous avez la table des matières, la liste des figures et la liste des tableaux, l'introduction générale, les chapitres, la conclusion générale et les perspectives, les références bibliographiques, les annexes, et on termine par un résumé et des mots-clés. Ça, c'est la structure générale d'un document. Donc, il doit être présenté de cette façon-là et dans cet ordre. D'accord? Il ne faudrait pas, par exemple, mettre les annexes au début. Les annexes, c'est toujours à la fin. D'accord? On ne peut pas mettre les références bibliographiques après les annexes. C'est toujours les références bibliographiques qui doivent être avant les annexes. OK? Donc, respectez cet ordre. Page de garde, remerciements, dédicaces si vous voulez les mettre. Ensuite, ce qui m'intéresse le plus par rapport au travail, c'est la table des matières, la liste des figures, la liste des tableaux. Ensuite, vous commencez la rédaction de votre document. Introduction générale, les chapitres, conclusion générale, perspective, référence bibliographique. Ça, c'est quelque chose de fixe. Ensuite, dans certains cas, on est amené à mettre des annexes dans le document. Dans d'autres cas, non. On n'est pas obligé, on n'a pas besoin de mettre des annexes. Donc, si on n'a pas besoin de mettre des annexes, ben, c'est pas la peine. OK? Donc, on respecte cet ordre. Donc, on va essayer de voir maintenant chaque point pour voir
comment présenter ces différents points. Alors, pour la page de garde, donc, il y a un modèle qui est disponible donc, sur le site de la faculté. Donc, évitez de mettre une page de garde, votre propre page de garde, généralement parce que les documents vont être archivés au niveau de la bibliothèque. Et donc, l'administration, donc, elle exige que les étudiants utilisent la même page de garde. D'accord? Donc, la page de garde, le modèle de page de garde, vous pouvez le télécharger à partir du site de la faculté pour compléter vos informations. Donc, c'est-à-dire vous avez toutes les informations concernant donc le logo, vous l'avez, le faculté d'informatique, vous avez l'emplacement où mettre le titre du projet et tout. Donc, tout est prêt. Donc, il suffit juste de compléter les champs. Deuxième point, faites très attention au titre que vous allez mettre dans la page de garde. Le titre que vous allez mettre, et là, généralement, les étudiants, ils ont tendance à oublier le titre qui a été déposé initialement lors de la validation du projet, okay? Et ils mettent un titre qui ressemble, donc il y a un changement, d'accord? Donc faites attention, vous risquez d'avoir des problèmes si vous changez le titre. Vous changez, donc soit par inattention, ou vous changez parce que vous avez oublié, ou bien vous changez pour une raison ou pour une autre, peu importe la raison. Il faut garder le même titre que celui de la fiche PFE qui a été déposée. Parce que la validation du projet, elle a été faite sur la base de la fiche que vous avez déposée ou que le promoteur a déposée. D'accord? Donc, assurez-vous que le titre que vous allez mettre sur la page de garde doit être identique au titre qui a été déposé lors de la validation des PF. Ça, c'est très important. Évitez aussi de faire des erreurs au niveau des nombres du jury. Donc là, c'est très important. Donc, vous avez, donc, on va vous afficher par la suite donc, les jurys. Donc, faites du copier-coller, tout simplement. Donc, je copie à partir de la liste. Je copie, généralement, on vous envoie la liste des jurys. Vous copiez les noms des membres du jury. Vous les collez directement sur la page de garde. Troisième information importante, c'est le code du PFE. Le code du PFE aussi, il ne faut pas se tromper sur le code. D'accord? Parce que généralement, quand on affecte les jurys, on les affecte par code PFE. Donc, chaque jury, on lui envoie, par exemple, on dit, vous avez tel PFE, tel PFE, tel PFE. Et non pas par thème, mais par code. D'accord? Donc, il faut s'assurer que vous avez le bon code. Alors, le code, vous allez l'avoir après la phase de validation des PFE. Donc, là, actuellement, donc l'administration, elle est en train donc, de valider avec les collègues, ils sont en train de valider les différents PFE. Donc, dès qu'il y aura la validation, on clôture l'opération de validation des PFE. Donc, on va affecter un code à chaque projet. Alors, le code, bon, c'est quelque chose de très simple. Vous avez donc la spécialité, d'accord? Donc, GTR, ACAD, ISIL. Vous avez un numéro séquentiel, ok? Donc, 001, 002, 003. Et ensuite, juste à côté, vous avez l'année. Donc là, dans notre cas, ça sera 2022. Ok? Voilà. Donc, vous allez avoir ce code-là. Donc, pour vous, pour votre cas, donc ça sera GTR. Chacun de vous, chaque binôme, il aura un numéro séquentiel. Et à côté, un slash ou un tiré avec l'année. Par exemple, là, on est en 2022, donc ça sera 22. Voilà donc le code PFE. Donc, assurez-vous d'avoir le bon code que vous devez mettre sur votre page de garde. Donc, ça, c'est concernant la page de garde. Alors ensuite, on passe à la partie table des matières, liste des figures et des tableaux. Alors, il faut savoir que dans les deux éditeurs, dans les deux cas, que ce soit avec Word ou bien avec LaTeX, la table des matières, la liste des figures, la liste des tableaux, elle est générée automatiquement. Alors, s'il vous plaît, n'insérez pas la table des matières de façon manuelle, parce que c'est très moche, c'est très mal présenté. D'accord? Quand vous insérez la table des matières manuellement, c'est-à-dire, quand je dis table des matières, où je kiffe la table des matières, il y a les titres, il y a les chapitres, titre du chapitre, titre, par exemple, chapitre 1, titre 1 de la section 1, vous avez donc des pointillés, telle page, il est dans telle page. Ensuite, titre 2, pointillé, page, telle page. Sous-titre, par exemple, sous-titre 1, telle page. Alors, quand on insère ça automatiquement, alors premièrement, on est certain de ne pas avoir d'erreur dans la numérotation des pages. Même si vous apportez des modifications sur votre mémoire, il faut juste mettre à jour la table des matières. Et automatiquement, ça va être mis à jour.
que ce soit avec Word ou avec LaTeX, c'est mis à jour. Par contre, si vous insérez ça manuellement, donc je vous ai dit, côté présentation, c'est moche, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à avoir un bon alignement de la table des matières. Vous allez avoir des décalages au niveau de la numérotation des pages. Et deuxièmement, si vous insérez ou si vous modifiez le contenu de votre document, eh bien, il faudra revenir en arrière et mettre à jour manuellement la numérotation des pages. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, assurez-vous, dès le début, pour insérer la table des matières, cette remarque est valable aussi pour la table des figures et la liste des tableaux. Assurez-vous d'avoir une insertion automatique de la table des matières et de la liste des tableaux et la liste des figures. Un autre point concernant la table des matières, évitez d'avoir plusieurs niveaux de titres ou de sous-titres. D'accord? Des fois, j'ai eu des mémoires où j'avais, par exemple, 5 niveaux. 5 niveaux, c'est beaucoup. D'accord? C'est-à-dire 5 niveaux dans les sous-titres. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. On se perd dans la lecture. Même l'étudiant, les tubes de mémoire TAO, il se perd. On peut par exemple, tel titre, il est où? Où est-ce qu'il est? Comment il ne sait pas répondre. Donc, généralement, ce qui est recommandé, c'est de s'arrêter à 3 niveaux. On peut autoriser, vraiment extrême limite, autoriser 4 niveaux, si c'est nécessaire. D'accord? Mais essayez dans votre cas de vous limiter à 3 niveaux de sous-titres. OK? Donc ça, c'est une recommandation. Alors, pour la table des figures ou la liste des figures et la liste des tableaux, c'est la même chose. Donc, il faudra faire la génération automatique, l'insertion et la génération automatique de la liste des figures. Séparer donc les parties, donc ne mettez pas par exemple la table des tableaux sur la même page que la table des figures. Donc, vous la mettez à part, la table des figures, la liste des tableaux, pardon, la liste des tableaux et la liste des figures, vous la mettez à part. D'accord? Donc, ne mettez pas sur une page les deux parties en même temps. OK? Donc, vous allez avoir quelque chose qui est sous cette forme. Donc, pour les figures, vous allez avoir figure, par exemple, figure X, la liste des figures, figure X, 2 points, le titre de la figure, la légende, ensuite des pointillés, numéro de page. Pour la liste des tableaux, c'est la même chose. Donc, c'est tableau Y, par exemple, numéro du tableau, 2 points, le titre du tableau, des pointillés, ensuite le numéro de la page. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport à la table des matières et les listes des figures et les listes des tableaux. Alors, une remarque, j'avais dit ça tout à l'heure, je le répète, on ne commence pas la numérotation à partir de la table des matières ou bien de la liste des figures. Donc, les parties, la table des matières, la liste des figures, la liste des tableaux, c'est des parties qui ne sont pas numérotées. Parce que sinon, ça va vous prendre facilement 5-6 pages. Et vous allez vous retrouver à la fin avec un nombre de pages qui va dépasser donc les 30 pages facilement. OK? Donc, essayez de vous limiter à 30 pages, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de l'introduction générale. Ou bien, si vous voulez mettre une numérotation pour cette partie-là, utilisez une numérotation différente. D'accord? Donc, les pages, donc je les numérote donc, de façon classique, par exemple 1, 2, 3, 4 pour les chapitres. Cette partie-là, donc je peux mettre une numérotation romaine, pour la numérotation des pages. Donc, concernant la table des matières et les listes, les différentes listes, les listes des figures et les listes des tableaux. Mais n'utilisez pas la même numérotation pour les deux parties. Ensuite, donc après donc, la partie table des matières et liste des figures, liste des tableaux, on arrive à l'introduction générale. Donc là, c'est là où l'étudiant il commence à rédiger. Alors, généralement, on dit l'introduction générale, et je trouve souvent cette erreur chez les étudiants, quand ils viennent, par exemple, pour me parler un petit peu de leur document, me poser des questions sur la façon de rédiger le document, on dit l'introduction générale. Alors, ce que je vous dis, peut-être que ça va vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais vous allez comprendre à la fin du semestre. Alors, l'introduction générale, elle est rédigée à la fin. C'est quand vous allez travailler, quand vous allez terminer votre travail,
que vous allez rédiger l'introduction générale. Il ne faut pas rédiger l'introduction générale dès le départ, parce que vous allez vous perdre. Vous n'avez pas encore les idées claires, vous ne savez pas où est-ce que vous allez exactement aller, vous n'avez pas une idée claire sur la problématique que vous allez gérer, d'accord? Donc, même si vous rédigez l'introduction générale maintenant, arrivé à la fin du semestre, c'est-à-dire quand vous allez travailler sur votre projet pendant 3 mois, 3 mois et demi ou même 4 mois, il de tous les l'introduction générale, pour le bon sens. L'introduction générale, elle est vite, pourquoi? Parce que pendant les 3 ans ou 4 ans, vous avez eu le temps de bien comprendre votre projet et de bien maîtriser la problématique du projet. Parce que dans l'introduction générale, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de quoi? On va parler en réalité de la problématique. On va présenter au lecteur, aux membres du jury, la problématique que vous allez traiter. Voilà ce qu'on va faire. La problématique, et voici la solution qu'on va proposer. Donc, le but de l'introduction générale, en fait, l'introduction générale, ce n'est pas pour vous, c'est pour le lecteur. Pour lui expliquer, avant d'aller dans le détail des chapitres, vous allez lui expliquer la problématique que vous avez traitée et lui donner un petit aperçu de la solution proposée. Et ça, tant qu'on n'a pas avancé dans le travail, on ne peut pas le faire. On ne peut pas expliquer à quelqu'un ce qu'on va faire alors qu'on a nous-mêmes, on n'a pas encore commencé le travail. Donc, évitez de rédiger l'introduction générale dès maintenant. Il faut la laisser à la fin. Quitte la rédaction des chapitres, le travail comme c'est-à-dire l'aspect implémentation donc, du projet, ou je sais pas comme la conclusion générale. Quand vous allez écrire la conclusion générale, écrivez en même temps l'introduction générale. Ça, c'est le conseil que je vous donne. D'accord? Parce que là, vous avez bien maîtrisé votre problématique, le projet, vous savez exactement ce qu'il y a dans le document. Et donc, vous serez à l'aise pour bien expliquer au lecteur, au membre du jury, l'objectif de votre projet, la problématique et le travail réalisé. D'accord? Donc, il y a ces deux aspects-là que vous devez aborder dans l'introduction générale. Présentation de la problématique, donc expliquer bien expliquer la problématique donc, de votre projet et donner un aperçu. Alors, je dis bien un aperçu. N'allez pas tout expliquer dans l'introduction générale. Parce que l'introduction générale, comme je l'ai mis au niveau du 4e point, doit être limitée à 1 page ou 2 pages maximum. D'accord? Ce n'est pas une thèse de doctorat où vous allez écrire une introduction sur une dizaine de pages. OK? Donc, n'oubliez pas que vous êtes sur un document de 30 pages. Donc, si vous prenez 4-5 pages, c'est déjà beaucoup. OK? Donc, essayez de vous limiter à 1 page ou 2 pages grand max. D'accord? Donc, présentation de la problématique et aperçu de la solution. Donc, vous donnez un bref aperçu sur l'objectif de votre projet. À la fin, vous pouvez rajouter un petit paragraphe pour expliquer, bien pour présenter l'organisation du mémoire. Par exemple, voilà, dans le chapitre 1, donc nous allons présenter dans le chapitre 1 une étude bibliographique ou un état de l'art sur tel et tel aspect. Par exemple, sur les systèmes d'exploitation mobile, là, sur la qualité de service, si vous allez aborder un thème sur la qualité de service. Donc, chapitre 1, c'est un état de l'art, donc nous allons présenter un état de l'art sur les solutions de qualité de service. Okay. Dans le chapitre 2, nous allons proposer une solution, là nous allons concevoir une solution qui fait telle et telle chose. Et dans le chapitre 3, donc c'est un petit résumé, d'accord? Donc un petit paragraphe, donc je dirais 6-7 lignes maximum, hein, pour donc, donner un aperçu sur l'organisation du document. Donc ça, c'est la structure de l'introduction générale. D'accord? Donc j'insiste sur le fait d'écrire l'introduction à la fin et non pas au début du travail. Je sais, ça s'appelle introduction générale, mais avec du recul, on sera plus à l'aise pour rédiger une bonne introduction générale. Alors, on arrive maintenant au chapitre. Ça, c'est la partie la plus importante et c'est la partie qui va vous prendre le plus de temps dans la rédaction du document. Alors là aussi, bon, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de rédiger les chapitres durant le semestre. J'avais parlé de ça au début de cette présentation.
Comme ne laissez pas la rédaction à la fin du semestre. Parce qu'il y aura la période des examens, il faudra finaliser votre application, il y aura beaucoup de choses à faire. Donc, l'idéal, c'est de rédiger en parallèle avec l'avancement de votre PFE. OK, donc vous avez, donc Rakouf, le début d'un semestre, bon, on a eu 4-5 semaines d'enseignement, donc il faut commencer dès maintenant la rédaction. Nabda l'état de là, ensuite je passe par exemple à la conception, ben je fais ma conception et je rédige le chapitre de conception. Quand je suis en train de faire l'implémentation, je commence à les outils, donc on va parler de l'implémentation par la suite. Dans l'implémentation, j'essaie de rédiger en parallèle. Et là, à la fin, donc quand vous allez arriver à la fin du semestre, ben, vous allez trouver votre document qui est prêt. Il suffit juste de relire une dernière fois ou de demander à votre promoteur donc, de relire une dernière fois le document avant de le déposer. Parce que si vous attendez à la fin, moi je vous dis, vous allez bâcler votre document. On ne peut pas rédiger un document d'une trentaine de pages avec une bonne présentation, un bon contenu en une semaine. Ça, c'est impossible. OK? Donc, la rédaction, elle doit se faire dès maintenant. Donc, vous commencez à rédiger votre document à partir du début du semestre. Donc, dès que vous avez du contenu, dès que vous avez quelque chose de concret, vous rédigez. D'accord? Même si c'est des petites parties, mais allez, une partie aujourd'hui, une partie demain, une partie après-demain, une partie la semaine prochaine, vous allez voir qu'au bout de 10 jours, 15 jours, vous allez avoir un chapitre, par exemple, un chapitre état de l'art qui est tout prêt. Bon, à la fin, rien ne m'empêche de revenir pour corriger certains aspects. Mais je dirais que le document, il est prêt à 80-90%. D'accord? Donc, la rédaction du document, il faudra la faire dès maintenant. Un autre aspect, c'est d'essayer d'équilibrer entre les différentes parties, c'est-à-dire entre les différents chapitres. Équilibrer en termes de nombre de pages. D'accord? Vous avez généralement, alors je dis bien généralement, parce que après, bon, ça revient à ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose de fixe. Hein. Vous pouvez avoir un document, par exemple, sur 2 chapitres. Là, bien sûr, c'est le promoteur qui va décider sur la présentation. Moi, je vous donne un truc général, je dirais. Et ensuite, il y a toujours la possibilité donc d'adapter l'organisation du document en fonction du projet. Okay, donc, si votre promoteur il estime qu'il faut mettre 2 chapitres, ben, il faut mettre 2 chapitres. D'accord? Donc, si on est dans le cas général, c'est-à-dire le cas général, c'est d'avoir 3 chapitres dans le document. Un truc très important, c'est d'essayer d'équilibrer entre le nombre de pages des chapitres. Quand je dis équilibré, bon, on n'est pas à une page près, c'est-à-dire, on 10, 10, 10, 10 pour le chapitre 1, 10 pour le chapitre 2, 10 pour le chapitre 3. Mais essayez quand même d'avoir quelque chose d'équilibré. D'accord? Même s'il y a, c'est-à-dire, 2-3 pages de différence entre un chapitre et un autre, ça ne me pose pas de problème. Mais n'allez pas me dire, j'ai un chapitre état de l'art sur 2 pages, et ensuite un chapitre de conception et un chapitre d'implémentation fait en 20 pages, 20 pages. On ne peut pas parler d'un chapitre qui est composé de 2 pages. D'accord? Ça, ce n'est pas un chapitre. 2 pages, ce n'est pas un chapitre. Donc, essayez d'avoir un certain équilibre entre les pages. Ça, c'est très important. D'accord? Un autre point, évitez d'avoir un chapitre état de l'art qui dépasse le nombre de pages des 2 chapitres de conception et d'implémentation. Ça donne une très mauvaise impression aux membres du jury. Parce qu'un état de l'art, en réalité, c'est quoi? Un état de l'art, l'étudiant, il va lire un certain nombre de documents, il fait, je dirais, une synthèse, il fait un résumé de ce qu'il est en train de lire. D'accord? Et si on se retrouve avec un document où, par exemple, l'état de l'art, il est sur 15 ou 20 pages, sachant qu'on est dans un document, on doit se limiter à 30 pages, on va rédiger un chapitre conception, implémentation sur 10 pages, ça, c'est très mauvais. D'accord? Donc, ça donne une impression de bourrage. L'étudiant est en train de faire du remplissage. Parce que ce qui compte pour un membre du jury, c'est le travail de l'étudiant. Un état de l'art, ce n'est pas un travail. Bon, quand on parle d'une thèse de doctorat, un état de l'art, faire un état de l'art, les doctorants, ils travaillent, ils font leur état de l'art sur 1 année ou 1 année et demie.
Ça reste une contribution. Mais dans votre cas, pour un projet de licence, un état de l'art, c'est un petit peu juste pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel vous êtes en train de travailler, dans lequel vous allez faire votre projet. Donc, on ne vous demande pas d'aller dans le détail ou mettre tous les aspects techniques donc, que vous avez trouvés dans la littérature et tout, et le mettre, c'est-à-dire le fourrer dans le chapitre état de l'art. Vous risquez d'être sanctionné sur ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, avant d'aborder ce point, j'ai dit, il est important d'avoir un équilibre entre les différents chapitres. Ça, c'est important. Le truc le plus important, et peut-être c'est le point le plus important que je vais aborder dans cette présentation, c'est le plagiat. On a souvent des cas de plagiat chez les étudiants. Alors, plagiat, ça peut être le fait de plagier, ça peut être fait par ignorance de l'étudiant, parce que l'étudiant ne sait pas plagiat, ou bien ça peut être fait de façon délibérée, c'est-à-dire l'étudiant il sait qu'il est en train donc, de tricher, mais il le fait. Alors, surtout pour les licences, je prends je prends le premier point. Premier point, un étudiant de licence, c'est une première expérience. Le PFE HADATAO, c'est une première expérience. Bon, il y a tricher dans un examen. Il y a tricher dans un projet de TP. Il dit l'information et il s'approprie le projet. D'accord? Mais qui est un PFE, il ne sait pas qu'il est en train de plagier. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, il est interdit. D'accord? Donc, le plagiat, c'est très grave dans un PFE. Et vous risquez des sanctions. Vous risquez donc d'aller vers un conseil de discipline à cause du plagiat. Alors, maintenant, comme c'est une première expérience pour vous, vous êtes des étudiants, donc c'est un premier projet donc, que vous allez aborder, on va essayer de voir maintenant plagiat. D'accord? Alors, je vous conseille de voir l'arrêté 1082 du 27 décembre 2020 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui définit explicitement c'est quoi une opération de plagiat, c'est quoi le plagiat. D'accord? Alors, j'ai repris à partir de cet arrêté-là, vous pouvez le consulter, vous cherchez sur Internet, pour comprendre exactement c'est quoi le plagiat et quelles sont les sanctions. D'accord? C'est très important. Alors, je vous lis, donc j'ai essayé de prendre les points les plus importants, c'est-à-dire les points dans lesquels un étudiant il peut se retrouver. Donc, il peut rencontrer un de ces cas dans son travail. Alors, est considéré acte de plagiat, citation ou reformulation totale ou partielle d'idées ou informations, texte, paragraphe, extrait d'un acte publié ou extrait d'un ouvrage, magazine, étude, rapport ou sur site internet, sans la mention de leurs sources et de leurs auteurs d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez citer quelque chose, vous allez ramener une information, d'accord? Ça, c'est pas interdit. Je ramène une information, ce n'est pas interdit. Mettre l'information dans votre document, l'information que vous avez ramenée, la mettre dans votre document, jusque-là, ce n'est pas interdit, à condition de mettre la référence bibliographique. De dire que cette information-là, ce n'est pas la mienne. C'est pas moi qui est en train de dire ça. Cette information, je l'ai ramenée de cette source. Ça, ce n'est pas du plagiat. D'accord? Par contre, vous ramenez une information de quelque part, vous la mettez dans votre projet, dans votre mémoire, sans mettre de référence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train de vous approprier cette information. L'information alliée, tous les tiakov. Ça, c'est du plagiat. Si vous reprenez le deuxième point, citation d'extrait d'un document sans les mettre entre parenthèses et sans la mention de leurs sources et des auteurs d'origine. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième point? Le premier point, j'ai ramené une citation, j'ai ramené quelque chose, une information, et j'ai reformulé.
Je m'attends, j'ai reformulé. J'ai utilisé mon propre style de rédaction pour transmettre avec l'information. Mais l'information a dit, après tout, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas moi qui a communiqué cette information. Je l'ai récupérée d'une source. Même si j'ai reformulé, ça reste du plagiat si je n'ai pas mis de référence bibliographique. Le deuxième point, vous reprenez explicitement un paragraphe, une citation ou un extrait, vous le reprenez explicitement d'une source et vous le mettez dans votre document. Alors là, il est important de mettre les parenthèses ou de mettre des guillemets au début et à la fin de la citation, d'accord, pour dire ça, ce n'est pas à moi, ça a été dit par X ou par Y, et mettre à la fin la référence. D'où est-ce que je l'ai ramené? Si vous ne mettez pas de référence, si vous ne mettez pas les parenthèses ou les guillemets, ça c'est du plagiat. D'accord? Donc, prendre une citation telle qu'elle à partir d'un document sans la référence et sans les guillemets ou bien les parenthèses, c'est du plagiat. Reformuler la citation sans mettre de référence, c'est du plagiat. Troisième point, c'est l'utilisation de données particulières sans préciser leur source. J'ai beau une information du genre, voilà, le nombre d'utilisateurs ou le système, ça c'est quelque chose de fréquent. Pour l'oublier, le système Android, c'est le système d'exploitation mobile le plus utilisé dans le monde. Et vous donnez le nombre d'utilisateurs dans le monde. Nombre d'utilisateurs du système Android. Est-ce que vous êtes apte à donner une estimation sur le nombre en tant qu'étudiant? Est-ce que vous êtes apte à donner le nombre d'étudiants, le nombre d'utilisateurs du système Android? Vous n'êtes pas apte à avoir cette information. Donc, si vous mettez cette donnée, cette information-là, vous donnez le nombre d'utilisateurs et vous affirmez que Android, c'est le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde, sans mettre de référence, c'est du plagiat. Parce qu'un simple étudiant, ou là même, il faut faire une étude. Je ne peux pas balancer des chiffres avec de ma tête. Donc, ceux qui ont mis ces chiffres, ils ont fait une étude. Ils ont les moyens de faire des études. Pour estimer le nombre, par exemple, le nombre d'utilisateurs du système Android. Mais vous, en tant qu'étudiant, ou même moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas les moyens de faire une estimation. Donc, si je mets cette information dans mon document, je dois nécessairement la référencer. Sinon, c'est du plagiat. D'accord? Donc, vous voyez qu'à chaque fois que vous prenez quelque chose à partir d'une source, il faut référencer, il faut mettre la référence pour dire, voilà, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à X. C'est lui qui l'a dit. Voilà la référence. Vous mettez la référence. D'accord? Faites attention aussi aux figures. Quand vous prenez des figures de certaines ressources, la figure, ce n'est pas la vôtre. La figure, il faut mettre la référence. La figure, comme vous mettez la légende, par exemple, sous la figure, par exemple, figure 10, 2 points, vous donnez le titre de la figure. Devant le titre de la figure, vous mettez la référence. Pour dire, voilà, cette figure, elle ne m'appartient pas. D'accord? Dernier point, quand vous faites la traduction. Même si vous prenez un document, par exemple, rédigé en anglais, vous traduisez et vous rédigez avec votre propre style de rédaction, ça reste du plagiat. Pourquoi? Parce que vous êtes allé récupérer une information à partir d'une source. D'accord? Et là, donc, ça, c'est considéré comme étant du plagiat. Donc, là, c'est un petit résumé. D'accord? C'est un petit résumé. Bon, on peut pas s'étaler sur cet aspect-là. Mais s'il vous plaît, faites attention quand vous rédigez votre document pour éviter toutes sortes de plagiat. D'accord? Donc, je vous invite donc à voir cet arrêté ministériel qui va vous donner tous les détails et qui va explicitement définir c'est quoi la notion de plagiat et vous allez voir par la suite les sanctions. D'accord? Voilà. Et c'est très facile. Moi, je vous dis, hein, c'est très facile de détecter les cas de plagiat. On connaît le style de rédaction de nos étudiants.
Et des fois, on a des styles de rédaction, on sait que ce n'est pas le style de rédaction de nos étudiants. C'est par exemple, vous prenez un style de rédaction dans un article scientifique, un étudiant, il n'est pas censé avoir le même style de rédaction. Donc, je peux facilement détecter les parties, et à partir de là, donc je fais une petite recherche, je prends avec le texte avec, je lance sur Google, et j'ai la source. Donc, il est très facile de détecter les cas de plagiat. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce point. D'accord? Très bien. Maintenant, on va aller vers la structure des chapitres. Monsieur, je m'excuse, est-ce que je peux vous interrompre? Je suis là ou vers la Oui, fin? oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur, concernant le plagiat à notre niveau, bon, je parle pour moi, étudiant en L3, donc on a vraiment expérience, on a à chaque fois qu'on écrit quelque chose, on mentionne la source et puis c'est tout. Exactement, exactement. Majoritairement, كامل واش حنجبدو كامل واش حنكتبو لقيتو يا في article, à part bien sûr la conception تاعنا. Voilà, c'est ça. Alors, généralement, c'est-à-dire la partie référence, c'est-à-dire oui, il y a le cas de plagiat. C'est surtout la partie état de l'art. Oui, bien sûr, oui. C'est le chapitre 1. Parce qu'en bas, bon, qu'on se mette bien d'accord, je parle d'un étudiant. Il y a deux aspects du plagiat. Il y a les cas de plagiat qui sont, c'est-à-dire, c'est un fait délibéré. Donc, l'étudiant, il sait ce qu'il est en train de faire. Il y a, par exemple, une solution on a eu des cas pareils. Il y a un mémoire, par exemple, qui fait la même chose que son thème. Il y a directement la solution, la conception, et il la plaque la conception. Oui. Ça, c'est délibéré. C'est-à-dire, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Oui. Donc, les étudiants, ils assument les conséquences de leur acte. L'étudiant, c'est-à-dire, il ignore c'est quoi le plagiat. L'étudiant, généralement, c'est-à-dire là où il risque d'avoir un problème, c'est le chapitre 1. Parce que la conception et l'implémentation, c'est son propre travail. Oui, donc la conception, par exemple, monsieur Kuhn, je me suis inspiré, par exemple, d'un Indien ou d'un Canadien qui applique la même technique, la même procédure dans l'environnement. Oui. On applique une application Android, par exemple. Oui. Sur le normal, c'est une technique, c'est une méthode, mais quand tu appliques dans le domaine, c'est pas un plagiat. Non, c'est pas du plagiat. Du moment que, c'est-à-dire la technique, il faut la référencer pour dire que bien sûr, c'est une technique universelle. Mais ensuite, utiliser la technique à un autre domaine ou même le domaine le type avec, il n'y a aucun problème. Ça ne pose pas de problème. Une implémentation. Ah. D'accord. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Qui connaît des acronymes en anglais? Est-ce qu'on doit faire l'explication en français ou on est déjà les acronymes. C'est mentionné que le slide les aura affiché. Donc, parce que bon, je suis en train de voir les commentaires des étudiants. Je vais essayer de voir un petit peu. Donc, si j'ai raté des questions, je reviens aux acronymes. D'accord? Monsieur, j'ai une question moi aussi. Oui, allez-y. Comme elle l'a mentionné, il sera dans le chat. Est-ce qu'on est censé reformuler parce qu'il y a des rumeurs comme quoi on ne peut pas mettre directement la phrase, par exemple, d'un site internet, etc. On doit la reformuler, puis après mettre la référence. Ou est-ce qu'on peut la mettre directement? Écoutez, la reformulation, elle n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, si vous reprenez le texte tel qu'il a été mentionné, il faut mettre ce texte-là, il faut le mettre entre guillemets ou bien entre parenthèses pour dire ça a été pris de quelque part et vous mettez à la fin, vous mettez la référence. D'accord, merci. Si vous reformulez, vous n'êtes pas obligé de mettre les parenthèses ou les guillemets, mais par contre, il faut mettre la référence. D'accord? Est-ce que c'est clair entre les deux? Monsieur, quand vous dites on met la référence, après la fin du paragraphe, le petit. Il y a une codification des références. Je vais parler des références à la fin. Très bien, merci. D'accord. Alors, bon, la reformulation. Oui, la reformulation, c'est considéré comme du plagiat. D'accord. Reformuler, c'est du plagiat. Si vous prenez un paragraphe donc d'une source, vous reformulez, c'est du plagiat. Parce que là, vous êtes en train de vous approprier la même information. C'est-à-dire, si vous changez le style de rédaction, on parle de l'information, ce que vous êtes en train de transmettre comme données, comme information dans votre document. Vous l'avez pris de quelque part.
Si vous l'avez pris de quelque part, même si vous reformulez, c'est considéré comme du plagiat. Donc, vous reformulez, c'est pas grave, c'est bien. Au contraire, moi j'encourage les étudiants à reformuler pour écrire avec leur style de rédaction. Mais à la fin, je mets la référence pour dire voilà, ça, je l'ai pris de cette source. Voilà la référence. C'est-à-dire, ça vous protège. D'accord? Ça protège l'étudiant. On ne va pas l'accuser d'avoir plagié ou bien d'avoir copié quelque chose d'une source et de s'approprier cette donnée-là ou ce paragraphe-là. D'accord? Alors, pour les citations, Lias Mahari, est-ce que l'on peut utiliser l'anglais? Par exemple, pour des citations extraits, mais on doit traduire. Alors, de préférence, c'est de traduire. C'est-à-dire, quand vous avez un document qui est rédigé en français, on peut utiliser la même, c'est-à-dire la même langue. Hein. Donc, ça serait bien de rédiger. Alors oui, pour les figures en anglais, oui, il faut traduire. D'accord, donc c'est la même remarque. C'est-à-dire vous avez une citation en anglais, donc je vous ai demandé de traduire. Même chose pour les figures. Donc reprenez la figure, vous faites la traduction, mais vous mettez la référence. D'accord, parce que la figure, mais j'étais comme tu d'une autre source. Figure qui est soit monsieur. Pardon? Une image par exemple, là, je sais pas, l'anglais ou un datagramme, on la reproduit très facilement. Est-ce qu'on l'ignore ou on la met en anglais? Sauf, il y a de préférence. De préférence, c'est d'utiliser c'est-à-dire la même langue. Donc, essayez de la traduire en français. Bon, maintenant, au pire des cas, bon, écoutez, moi, ce que je suis en train de vous dire ici comme conseil, comme recommandation, c'est-à-dire que je prends quelqu'un qui est vraiment, c'est-à-dire que je me mets à la place d'un enseignant qui est vraiment strict dans l'évaluation du document. D'accord? Oui. Peut-être que tout ce que je suis en train de dire, un évaluateur qui ne fait pas attention à ces détails. Mais n'oubliez pas, le document, il va porter votre nom. Ça, c'est très important. Et il sera archivé au niveau de la bibliothèque. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de parfait, là, donc, il faudra faire attention à ces détails-là. D'accord? Donc, maintenant, une figure que vous n'arrivez pas à traduire, essayez de faire l'effort de la traduire. Bon, maintenant, si vous voyez qu'elle est très importante, mais allez, je vous la laissez. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à traduire, qu'elle n'est pas importante, vous l'éliminez, c'est tout. Merci, monsieur. D'accord? Oui, merci. Voilà. Donc, je pense que c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Très bien. Alors, on reprend. Alors, les chapitres maintenant. Donc, chaque chapitre, ça, c'est la structure du chapitre. Donc, le chapitre, où je fais une introduction générale. Fait une introduction du chapitre. Donc, à l'introduction générale, c'était le mémoire. Le chapitre, une introduction, c'est important. Mais directement avec le premier titre. On commence avec une introduction du chapitre. Ensuite, donc vous avez donc le contenu du chapitre avec les différentes sections et les différentes sous-sections. Dans chaque section et dans chaque sous-section, on peut éventuellement avoir un ensemble de figures ou bien un ensemble de tableaux. Il faudra pour chaque figure, pour chaque tableau, mettre les légendes. Où je nomme les légendes, c'est les titres. D'accord? On a une figure, tête la figure, je mets par exemple figure X, 2 points, je mets le titre. Et là, quand la figure Tiacom, je m'arrête là. Et là, la figure Tiacom, je mets la référence juste devant le titre. Même chose pour les tableaux. Si le tableau, c'est le vôtre, c'est bon. Je mets par exemple juste sous le tableau X, 2 points, le titre du tableau. Si vous avez ramené le tableau de quelque part, la légende, le titre, donc tableau par exemple X, 2 points, le titre, et juste à côté, vous mettez la référence de la source du tableau. OK? Ensuite, on termine toujours par une conclusion. Bien le chapitre par une introduction, on termine par une conclusion du chapitre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il y a la partie, la structure d'un chapitre. Alors, ne pas oublier les références bibliographiques, ça, c'est très important. Là où vous avez des définitions, des chiffres, des informations, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas affirmer, mais que vous avez mis dans votre document, il faudra les référencer pour éviter
d'être accusé de plagiat. Donc, une référence, elle vous protège. D'accord? Mais vous la mettez pour vous protéger. Ça, c'est très important. Les acronymes. Vous serez amené à utiliser des acronymes. D'accord? Donc là, j'ai pris l'exemple de l'acronyme USTHB. L'acronyme USTHB, chaque acronyme, vous devez définir, vous devez donner la définition de l'acronyme. D'accord? Et la définition de l'acronyme, vous n'êtes pas obligé de la traîner avec vous à chaque fois que vous donnez l'acronyme. Si je dis, par exemple, je suis en train de parler de Babzouar, je mets USTHB, à la première citation de USTHB, de l'acronyme, je mets entre parenthèses Université des sciences et de la technologie, juste la première fois. Ensuite, je peux utiliser USTHB sans donner la définition de l'acronyme. D'accord? Un truc très important, il y a eu tout à l'heure une question d'un étudiant sur l'utilisation des acronymes français-anglais. On peut utiliser les acronymes en anglais, il n'y a pas de problème. Mais quand vous donnez la définition, vous devez donner la définition en anglais. D'accord? J'ai pris ici des exemples. Je mets l'acronyme COS. Je ne vais pas mettre à côté la définition qualité de service. Parce que ça ne colle pas. D'accord? Donc ça, c'est faux. Si je dis COS, je mets entre parenthèses la définition de l'acronyme, c'est Quality of Service. Ça, c'est correct. Ça correspond à mon acronyme. Si je mets QDS, là, je peux mettre qualité de service. Donc, ne mettez pas un acronyme en anglais, par exemple, et juste à côté, vous donnez la définition de l'acronyme en français. Parce que des fois, il n'y a pas de correspondance. Prenez juste l'exemple ici de COS et de qualité de service. Je vais vous poser la question. C'est le O. Où est-ce qu'il est le O? D'accord, les COS, on a entre la définition qualité de service. Je ne vois pas le O. Là, le O. Par contre, si je mets COS et entre parenthèses Quality of Service, là, je sais que le O, c'est le O du off. Quand je dis qualité de service, QDS, le D, c'est de service. D'accord? Donc, les acronymes, vous pouvez utiliser des acronymes en anglais parce que des fois, l'acronyme, il est plus connu en anglais qu'en français. Donc, je mets l'acronyme en anglais, mais je donne la définition en anglais de l'acronyme. À côté, vous pouvez reprendre la définition en français. Il n'y a pas de souci. Mais c'est important de donner la bonne définition correspondante à l'acronyme que vous avez utilisé. Donc ça, c'est par rapport aux acronymes utilisés. Pour les titres, bon, j'avais parlé tout à l'heure dans la table des matières. Il ne faut pas dépasser les 3 niveaux les titres. D'accord? 3 niveaux avec une numérotation donc, de préférence différente d'un niveau à un autre. Bon, là, j'ai donné un exemple de numérotation que vous pouvez utiliser. Par exemple, pour les titres de niveau 1, donc j'utilise une numérotation romaine. D'accord? Pour les titres de niveau 2, donc je mets par exemple, donc je sépare avec un point, donc c'est 1 en romain pour dire je suis dans la section 1, sous-section 1. Ensuite, 1.2, c'est la section 1, sous-section 2. Ensuite, par exemple, 3.1, c'est la section 3, sous-section 1, et ainsi de suite. Ou bien, utiliser juste une numérotation différente. Donc, le niveau 1, j'ai utilisé le 1, 2, 3, donc les chiffres romains. Le niveau 2, je vais utiliser encore 1, 2, 3, mais pas la numérotation romaine. Le niveau 3, je peux utiliser par exemple l'alphabet. Et donc là, c'est soit 1.A, 1.1.A, ou la 1.1.B, ou là, utiliser directement ABC, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est le style de numérotation. Alors, le texte, ça aussi, les étudiants, ils ont tendance à ne pas faire attention à cet aspect-là. Les paragraphes, ils doivent être justifiés. Alors, des fois, quand l'étudiant, le paragraphe, quand je corrige les documents et les étudiants, les paragraphes doivent être justifiés. Ou justifiés. Ils doivent justifier le contenu. Non, quand je dis les paragraphes doivent être justifiés, je parle de l'alignement. Si vous prenez Word, par exemple, vous avez quatre types d'alignement. Aligné à droite, aligné à gauche, centré ou là, justifié. Quand vous faites le paragraphe, il faut le mettre avec le mode justifié. Justifié, ça veut dire qu'il y aura un alignement à gauche et à droite. Donc ça, c'est surtout pour la présentation du document. D'accord? Parce que par défaut, généralement, les textes sont alignés à gauche. OK? Un autre aspect, un autre point, c'est éviter de sauter du coq à l'âne. Ça, c'est très important. Éviter d'avoir une cassure dans la rédaction des différentes parties du chapitre
là entre les différents chapitres. C'est-à-dire que je dis éviter de sauter du coq à l'âne à l'intérieur du chapitre et entre les chapitres. D'accord? Qu'on a par exemple un aspect, d'accord? Par exemple, la qualité de service. Donc, je mets tout un chapitre là, la qualité de service. OK? C'est bon, tu mets le chapitre TAE. Dans le chapitre 2, on a la sécurité. Vous, dans votre tête, peut-être qu'il y a un lien entre la qualité de service et la sécurité. D'accord? Du moment que vous avez mis tout un chapitre sur la qualité de service et tout un chapitre sur la sécurité, dans votre tête, il y a un lien. Mais mettez-vous à la place du lecteur. Donc, quand je dis éviter les cassures, c'est essayer d'avoir un enchaînement dans les idées. Essayer d'avoir des paragraphes qui vont jouer le rôle d'une passerelle entre une partie et une autre. Donc, si je fais un chapitre sur la qualité de service, je dois mettre à la fin du chapitre de la qualité de service quelque chose qui parle de la sécurité. Et j'explique le lien entre le chapitre sécurité et le chapitre qualité de service. Le lecteur, quand il va aller vers le chapitre suivant, vers le chapitre de la sécurité, il fait pourquoi avant j'ai parlé de la qualité de service et maintenant je suis en train de parler de la sécurité. La lecture, elle est fluide. Par contre, si vous mettez juste qualité de service, vous terminez la qualité de service, la sécurité, c'est quoi le lien entre la qualité de service et la sécurité? Là, c'est entre chapitres. Il faut appliquer le même raisonnement entre les sections du même chapitre, entre les paragraphes du même chapitre. Une section, la section 1, on a un sujet bien défini. La section 2, on a un autre sujet. Donc, ce qui est recommandé dans ce cas, c'est toujours rajouter de petits paragraphes qui vont jouer le rôle de passerelle. Qui fait juste la section à tel sujet, la section, par exemple, une autre section qui parle d'un autre sujet. La passerelle, elle va mettre le lecteur, elle va le préparer pour la suite du contenu de votre chapitre. La suite, c'est-à-dire le chapitre suivant. La lecture, elle devient fluide. Et le lecteur met l'arche. Sinon, il va se poser des questions. Ouais, pourquoi il est passé à ce sujet? C'est quoi la relation entre ces sujets-là? Donc, nous, que ce soit les questions. Quand vous assurez avec la transition, avec la passerelle, avec vous la préparez, et ça permettra au lecteur donc, de suivre votre raisonnement, de suivre votre réflexion, même il sera à l'aise. Donc, il lit le document et il sait exactement où est-ce qu'il va aller. D'accord? Donc, c'est très important d'assurer la transition entre les chapitres et entre les sections du même chapitre. Ça, c'est très important. D'accord? Maintenant, dans la conclusion du chapitre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un petit résumé des différents points abordés dans le chapitre. Et, comme je viens de le dire dans le point précédent, introduire le chapitre suivant. Donc, le lecteur va lire la conclusion du chapitre 1, à la balle déjà où je gagne le chapitre 2. Donc, il sait qu'est-ce qu'il va avoir dans le chapitre 2. Voilà, parce que je l'ai préparé. Donc, qui aura le chapitre suivant, il sait exactement ce qu'il va trouver. Avec, bien sûr, plus de détails. D'accord? Monsieur, alors, pour introduire Zama Icono, bon, par exemple, في l'état de l'art هذاك قلنا ماشي بصح نديروا un seul chapitre نقدروا نقسموا على زوج اذا يكونوا deux trucs carrément différents اللي حنهضروا عليهم. Oui. Par exemple, إذا يكونوا كاين à peu près trois trucs après enfin كنقول trucs معناتها notion trois notions à présenter. par exemple الاولانيه on introduit نهضروا على l'évolution تاعها par exemple بعد يكونوا عندها des limites des limitations بعد تما اللي نقدروا بالك شغل هذا هو البروبليم بوزي باش نانترودوي لا دوزيام نوسيون اللي راح تعاوننا بالك بور كومبليمونتي شويه لا نوفيل من بعد ميم هذيك بالك الوغا دي ليميت تالمون شغل حنا دائما كنقول ليميت كاين بزاف دي دوني ولا بزاف دي تريتمون ولا بزاف تما باش نزيدو ناميليوريوها نديروا حاجه واحده اخرى في شابيتر جديد هكذا بور انترودوير فوالا سي سا سونسا شغل يكون ترابط ما اذا درت اكزاكتومون سونسا ما تقولش علاه درت هذا الى انترودوي لا ديفيني فوالا c'est-à-dire parce que vous êtes impliqué dans le travail, vous êtes imprégné dans le travail, donc vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et pourquoi, oui. Mais mettez-vous, n'oubliez pas qu'à la fin,
ce travail sera évalué par un enseignant qui ne peut pas se mettre dans votre tête. Il ne sait pas où est-ce que vous allez aller. Donc, c'est pour ça qu'il faut rendre la lecture du document facile à l'évaluateur. شغل يفهم لو ريزونمون تاعك وعلاش راك دير هكذا شغل كيما قلت نكتبوا باراغراف شغل باسال زعما علاش Juste un petit paragraphe. Vous n'êtes pas obligé qu'il y ait une passerelle. La passerelle, ce n'est pas une page. Un Oui, petit bien sûr, bien paragraphe sûr, bien sûr. Oui. pour expliquer le lien entre la partie que je viens de terminer et la partie que je vais commencer. C'est tout. Oui. Voilà. Une question اللي تبان بالك شويه بيزار مي اللي جاني دائما في بالي اسكو باغ اكزومبل الواحد كيكون يدير بالك اون ريداكسيون ولا اون بريزونطاسيون كيكون عندنا باوربوينت نبريزونتيو لو جور جي ولا il s'adapte tout dépend le jury تاعو ولا البروف اللي يكون حاي بريزونتي له ولا تكون حاجه ان بو بلوس ستاندارد باغ اكزومبل بالك اذا البروف هذاك يكون بالك بوكو بلوس اورينتي ريزو ولا مدار تاع فيسيل شغل يكون واحد يكون بريباري شويه يروحوا ريزو بالك سيكوريتي vous préparez sur l'aspect sécurité بالك تجيك une question ولا زوج je sais pas c'est vous préparez par rapport aux questions, peut-être. Oui. Mais même quand je dis vous préparez par rapport aux questions, on peut pas, sincèrement, on peut pas anticiper sur les questions qu'on va nous poser. On sait que quelqu'un qui travaille, par exemple, dans la qualité de service, il va essayer, je dis bien essayer, d'orienter les questions vers le domaine de la qualité de service. Oui. Mais un autre enseignant qui a plus le profil, je dirais, sécurité, on sait qu'il va orienter les questions sur l'aspect sécurité. Oui. Mais de là à anticiper sur les questions qu'on va vous poser, je pense que c'est impossible. نو لونتيسيباسيون لا حبيت نقصد كما قلت لي انت شغل بالك عباك بلي حتجي كيسيون سيكوريتي ما تنساش لاسبي سيكوريتي في لا بريزونطاسيون قاعد تكون عندك اون ايدي بالك يقول لك Oui. راهو لاسبي كذا Là, je suis d'accord. Mais pas sur place. كيفاش سور بلاس C'est-à-dire, mais chez la soutenance. نو Ça, il faut le préparer à l'avance. هذا جيت نسيك عباك قلت لك اسكو زعما لي جوجيو لو ترافاي تاعنا نقدر نعرفهم على لافونس بزاف ولا دوكا ولا حتى لافان كامل Non, la liste des jurys, elle sera affichée peut-être une semaine ou 10 jours avant la soutenance. وي تسمى كي تكون دير لا بريزونطاسيون تاعك باك تقدر تطلع هكذا لاسبي سيكوريتي تاعك في الدومين تاعك شغل تو كومبليت هكذا وخلاص Voilà. تشوف Oui. Mais qu'on se mette bien d'accord, le compléter avec quelque chose qui a été fait. وي Mais par exemple, tu fais un membre du jury où il fait la sécurité, tu dis, la présentation, je vais rajouter une partie sur la sécurité, alors que tu n'as pas l'application تاعك. نو نو سي جوست بالك تقدر تقرا ان ارتيكل كيتوش لا سيكوريتي في الدومين تاعك وكا عندك شي انا ولا هكذا جو سي با زيد شويه C'est possible. Mais la présentation, elle doit correspondre au travail qui a été fait. bien sûr oui Voilà. bien sûr Voilà. merci beaucoup Alors, je vais voir quelques questions. Oui, bon, on a la question de Abdelrahim. Oui, chauffe. C'est clair. Tout ce que vous lisez, c'est-à-dire vous ramenez une information de quelque part, vous la ramenez d'une source. Je mets la référence. Même que ça, je mets la référence. Si vous reprenez quelque chose, donc même par exemple, un document qui vous explique, par exemple, les phases de configuration, les étapes de configuration d'un document, dès la référence à le document, dès la référence à le livre. Le livre, la référence à le livre. D'accord? Documentation officielle, c'est encore mieux. Parce que la documentation officielle, c'est quelque chose qui est fiable. Donc, je mets la référence à le document que j'ai repris. Alors, pour les icônes, non. Quand vous prenez des icônes, mais je pense qu'il faut juste par correction, donc la démonstration, quand vous allez faire la démonstration avec les membres du jury, vous dites que les icônes, par exemple, c'est pas votre propre travail. D'accord? Donc, vous avez ramené les icônes de quelque part. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre comme référence. D'accord? Voilà. Alors. Oui, Riyad Fillah, on peut prendre des infos d'un autre mémoire, oui. Vous pouvez utiliser les mémoires, il n'y a pas de souci. Mais toujours en mettant la référence. D'accord? Non, bon, il y a des termes,
que ce n'est pas évident de traduire en français, hein, d'accord? Là, c'est par rapport à la question de Anis. Donc, vous pouvez utiliser les termes en anglais. Vous essayez juste d'expliquer, peut-être que, parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas censé avoir donc un enseignant qui est du domaine. Donc, mais le sens, le terme hadak en anglais. Donc, vous pouvez donner une petite explication comme une note de bas de page à la fin pour dire, voilà, tel terme en anglais, il explique. Donc, vous donnez une petite définition, c'est rare, une phrase. Mais vous pouvez utiliser le terme en anglais, il n'y a pas de souci. D'accord? Les sources YouTube, non. Les sources YouTube, c'est pas très recommandé. YouTube, on va parler tout à l'heure aussi de Wikipédia. Qui les étudiants, ils traitent Wikipédia. Même Wikipédia, c'est pas très recommandé. D'accord? Voilà. Ça, c'est. Je vais revenir. Alors, regarde, je vais revenir à la question TAC après. Quand pour la partie implémentation, on va parler donc de l'hébergement. Oui, il y a bon, de préférence, oui. Mais je dis de préférence. Maintenant, s'il n'y a pas la possibilité de l'héberger, vous pouvez travailler en local. Il n'y a pas de problème. Mais de préférence, si vous arrivez à héberger votre application donc sur un serveur, ça serait mieux. Très bien, on reprend donc les chapitres. Alors, on a le chapitre de conception. Donc, on a le premier chapitre. C'est un chapitre état de l'art. Donc, vous allez parler donc des différentes généralités. Chapitre de conception. Si vous avez une conception, alors je dis bien si, surtout FLECAT et les GTR, c'est pas évident. D'accord? Beaucoup d'étudiants en GTR, ils créent des applications réseau où il n'y a pas vraiment de conception. Donc, pour la conception, je parle surtout de l'aspect UML, base de données, diagramme et tout. D'accord? Donc là, ça dépendra de votre projet. Hein. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le chapitre de conception en termes de contenu. Qu'est-ce qu'il y aura dans le chapitre de conception? Mais ce qui est sûr, c'est quand vous arrivez à la conception, ne mettez pas d'état de l'art. Parce que le chapitre de conception, c'est un chapitre qui va représenter le travail de l'étudiant. Ou je redonne l'étudiant. L'état de l'art, là, ce que nous avons le chapitre 1, l'état de l'art, c'est bon. L'état de l'art, ce n'est pas notre travail. On dit bon, de quelque part, on met les références et on passe à la suite. C'est là pour la conception. Évitez d'avoir un état de l'art pour la conception. J'ai trouvé ça à plusieurs reprises. Mais je réussis à dire bon, puisque je la conception, tu as l'état de l'art. Donc, cette remarque, elle se répète. Donc, essayez de vous limiter dans la mesure du possible à votre contribution dans le chapitre de conception. Le chapitre de conception. Bon, on peut reprendre de petites définitions dans le chapitre de conception, ce n'est pas méchant. Mais je dis bien de petites définitions. J'ai des paragraphes et des définitions très longues avec un historique et tout, mais je trouve la conception. Ça, c'est déconseillé. D'accord? Donc, la conception, on va réexpliquer la problématique. Parce que la conception, c'est quoi? C'est expliquer la solution que nous allons présenter. Et la solution, elle correspond à une problématique. Maintenant, je vais la problématique, l'introduction générale. L'introduction générale, la problématique, d'accord. Donc, il faudra rappeler cette problématique dans le chapitre de conception et s'étaler dans la problématique. C'est-à-dire bien expliquer la problématique pour par la suite définir les objectifs du projet. Où je nomme les objectifs, d'accord. Je ne vais pas faire une conception, la conception, sans expliquer l'objectif. Où sont les objectifs que je dois atteindre? J'ai une problématique. À partir de la problématique, je définis des objectifs. Bon, ça a été fait par le promoteur la fiche de projet. Voilà pourquoi on vous dit à chaque fois, quand on a la validation, quand on a des fiches de projet qui ne sont pas très détaillées, généralement, les membres de la commission d'évaluation, ils demandent d'avoir plus de détails. Parce que quand on a plus de détails, c'est beaucoup plus facile d'évaluer le travail de l'étudiant. Donc, on explique la problématique clairement, bien, avec une façon bien détaillée, et on définit clairement les objectifs. Pourquoi je définis clairement les objectifs? Parce qu'à la fin, la conclusion générale, je dois faire un bilan de mon travail. Est-ce que les objectifs que j'ai définis dans le chapitre de conception, est-ce que ces objectifs ont été atteints ou non?
Si ça a été atteint, c'est bien. Si ça n'a pas été atteint, ben, j'explique les raisons. Pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs. D'accord? Donc, on va parler de la conclusion générale par la suite. Donc, c'est très important d'expliquer la problématique, de bien la détailler et de définir clairement, je dis bien définir clairement les objectifs du projet. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous allez réaliser au juste? Donc, vous donnez une présentation détaillée de ces objectifs. Par la suite, donc, on passe à l'aspect présentation de la solution. Présentation de la solution sur le plan, bien sûr, conceptuel, parce que rien la conception. La partie implémentation, et je vais par exemple, pour ceux qui vont développer des applications, des captures d'écran, des interfaces et tout. C'est sur le plan conceptuel. Sur le plan conceptuel, c'est ce que je vais créer comme, je dirais, comme module, par exemple, dans mon programme, l'architecture logicielle de mon programme. D'accord? Là, bien sûr, ça dépendra du projet que vous allez réaliser. On peut avoir de la modélisation UML pour ceux qui vont faire du développement. On peut avoir des architectures réseau pour ceux qui vont s'orienter vers un projet réseau. Donc, là, ça change d'un sujet à un autre. Et quand vous allez expliquer votre solution, quand vous allez présenter votre solution, ne soyez pas radin. D'accord? Shahin dans le sens vous allez donner des détails. Non. On se met à l'aise. On se met à l'aise pour prouver qu'on maîtrise notre projet. Et ça vous permettra de convaincre les membres du jury qui l'étudiant il maîtrise. Dans la sentence, il dit l'étudiant il maîtrise son projet, il maîtrise son sujet. Par contre, si vous êtes radin dans l'explication, il ne maîtrise pas. Vous maîtrisez. C'est juste que vous n'avez pas bien expliqué votre travail. Mais à convaincre le membre du jury que vous avez maîtrisé votre projet, que vous avez vraiment travaillé à fond sur votre projet et que vous arrivez à le maîtriser. Donc, mettez-vous à l'aise dans l'explication. C'est vrai que vous êtes limité par le nombre de pages, mais si vous voyez que vous dépassez, sauf l'état de l'art. Moi, j'ai toujours dit aux étudiants, si vous dépassez les 30 pages, c'est-à-dire si je dois réduire la taille d'un chapitre, l'état de l'art. Je prends une page ou deux, l'état de l'art, c'est donc la conception, c'est donc l'implémentation. D'accord? Donc, ça, c'est la partie, je dirais, la plus importante. C'est la présentation du projet, la présentation du projet, mais surtout la présentation de la solution que vous allez proposer. Quand on termine la conception, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste à concrétiser notre solution. J'ai proposé une solution, donc, sur le plan, je dirais, conceptuel. Par la suite, je dois la concrétiser. Comment la concrétiser? Donc, je présente ma solution qui a été réalisée dans le chapitre implémentation. Donc, le chapitre implémentation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc présenter, vous allez présenter les outils que vous avez utilisés. Et là aussi, mettez tous les outils pour valoriser le nombre d'outils que vous avez utilisés. Donc, il faut mettre tous les outils, mais il faudra bien sûr justifier le choix de ces outils. Si j'utilise tel langage de programmation, il faut expliquer pourquoi vous avez utilisé tel langage de programmation. Si vous avez utilisé tel SGBD, un système de gestion de base de données, pourquoi vous avez utilisé cet SGBD-là et non pas un autre? Donc, une présentation des outils utilisés avec, bien sûr, la justification du choix. Donc, il faudra donner des arguments pourquoi vous avez opté pour tel outil et non pas pour un autre. Ensuite, alors généralement, le chapitre d'implémentation, il ne prend pas beaucoup de temps dans la rédaction. Parce qu'il y aura surtout des figures. Ceux qui vont faire du développement, par exemple, ce sera des captures d'écran, des interfaces, des parties les plus importantes de l'application. Et pour chaque interface, par exemple, pour chaque capture d'écran, vous rajoutez un petit paragraphe pour expliquer les fonctionnalités, par exemple, que vous présentez sur votre interface. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la partie... Ça, c'est la partie... Alors, oui, bon. Deux chapitres, oui. Vous pouvez avoir deux chapitres, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Moi, je vous ai donné, c'est-à-dire un truc général. Donc, généralement, c'est 3 chapitres. Mais si vous arrivez à... Là, ça dépendra de votre projet. Si vous voyez que dans votre projet, vous devez avoir 2 chapitres, mettez 2 chapitres. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais essayez d'équilibrer entre le chapitre 1, ça sera probablement un chapitre état de l'art, et le deuxième chapitre, qui sera un chapitre de réalisation, peut-être, ou de configuration. Donc, ça dépendra de votre projet. Monsieur, par exemple, حنا مع الأول نديرو لي طاد وين on définit généralement على واش حنخدمو واش هما لي تكنولوجي par exemple اللي حنوتيليزيوهم وعلاش etc. بعد قلنا في Non, 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 non. Les technologies que vous allez utiliser, c'est la partie implémentation. Je veux dire le domaine d'études, monsieur. Ah oui, le domaine, oui. Je me suis mal exprimé, je m'excuse. Oui, oui. Si c'est le domaine, oui. Oui, oui, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Il n'y a pas de souci. Mais ça, l'implémentation, on évite de donner beaucoup de définitions. Non, là, je suis en train de justifier le choix des outils utilisés. C'est en relation. On évite les définitions, la conception. Oui, la conception, je m'excuse. Quelle est l'implémentation? Je m'excuse. L'implémentation, qu'est-ce qu'on fait? L'implémentation, on donne les outils utilisés et on explique, on justifie le choix de ces outils. C'est-à-dire qu'on donne des arguments pourquoi j'ai utilisé tel outil par rapport à un autre. Monsieur, par exemple, donc, une méthode bien précise à appliquer. Par exemple, je ne sais pas, une étude comparative où là, on compare bien 3 méthodes bien définies. هذه ماش نديرها في l'état de l'art, نديرها في la partie conception. Les trois techniques. Par exemple, 3 algorithmes à comparer bien. Par exemple. Les algorithmes تاعك ولا ماشي تاعك؟ ماشي تاعي, bien sûr. Non, ماشي تاعك, c'est في l'état de l'art. D'accord, je définis les algorithmes choisis. Il faut présenter les 3 algorithmes et ensuite on compare les 3 algorithmes في l'état de l'art, ماشي في la conception. Parce qu'أنا مع الأول ممكن خممت هكذا قلت يكون في l'état de l'art تكون en général la méthode هكذا de travail كامل par exemple تاع هذاك les algorithmes فاش يخدموا. وبعد ذلك tu définis les algorithmes في la conception. هي لا les algorithmes bien choisis, bien précis, tu les définis في l'état de l'art. Exactement. On justifie pas le choix تاعهم وعلاش ولا on les introduit juste si, de préférence si. Pourquoi? Parce que bon, بالك في la catégorie تاع واش راك تخدم تاع في le domaine اللي راك تخدم فيه, peut-être qu'il y a une dizaine d'algorithmes. وعلاش خيرت هاد les 3? Oui, par exemple. Oui. Ça serait bien de justifier. وعلاش رانا comparer بين هاد الربعة. Exactement. Oui. Ou même, je vais encore aller plus loin, même les critères de comparaison, c'est-à-dire qu'il y a un tableau, il y a des attributs de comparaison. Bon. Même avec les attributs, il faudra les justifier. هذيك je sais pas. Bon, je pense que c'est dans la mesure du possible. Oui, parce qu'il y a plusieurs algorithmes راك حتخير واحد فيهم وهو اللي بالك حديفيني لي كريتير تاعو علاش مليح باش تكومباري مع Voilà. Alors, bon, je reprends quelques questions. Est-ce qu'on met les designs? Riyad Ben Ousmane, qu'est-ce que vous voulez dire par les maquettes de l'application? Dans la partie conception et implémentation. Monsieur, donc genre l'interface à l'application, à quoi elle va ressembler? C'était genre قبل ما نخدموها, genre qu'on se met d'accord, genre عندنا زعما هنا une barre de recherche, زعما هنا عندنا un menu ولا نحكوا عندنا des trucs. C'est au niveau de la conception. D'accord. Mais c'est pas très important. Hein. D'accord. Donc c'est pas très important. C'est-à-dire vous risquez d'avoir beaucoup de pages pour la conception si vous mettez les maquettes de l'application. D'accord. D'accord. Voilà. Abdelrahim, oui, on peut enlever le chapitre de conception. Selon le thème du PFE, oui. Il y a certains sujets, surtout en les GTR, il y a certains sujets en les GTR où il n'y a pas de conception. Donc, vous pouvez éliminer le chapitre de conception, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, pour 2 chapitres, donc j'ai déjà répondu à cette question, oui. Donc, on peut avoir 2 chapitres. Pour HTML, CSS, JavaScript, oui, il faut le justifier. Il faut le justifier sans trop aller dans le détail. Ça serait bien de justifier, même si c'est des langages classiques, des HTML et tout, mais ça serait bien de justifier et de présenter ces langages-là. Alors, dans un domaine sécurité réseau,
Bon, là, ça dépend. Je ne peux pas répondre clairement tant que je ne connais pas la thématique. Si par exemple vous avez des algorithmes, vous allez, là, je réponds à la question de Abdrahim Deboub. Vous parlez donc par exemple d'un thème orienté sécurité réseau. Qu'est-ce que vous allez mettre dans la conception? Si vous allez développer des algorithmes, vous allez développer vos propres algorithmes, d'accord, de sécurité, ou là, par exemple, ou là, un algorithme de routage, par exemple. L'algorithme de routage, ça, c'est de la conception. D'accord? Vous donnez un algorithme, vous expliquez le principe de l'algorithme de routage TAG, et vous donnez un pseudocode ou là, un algorithme écrit avec un langage, le chapitre de conception. D'accord? Maintenant, si c'est juste de la configuration, vous avez une maquette, vous faites de la configuration et tout, ça, il n'y a pas vraiment de conception. Donc, on va aller directement, là, on sera dans le cas d'une configuration avec deux chapitres. Un état de l'art, on va dans un deuxième chapitre de réalisation, tout court. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, le cas TACOM, le cas TLGTR, c'est un peu délicat. C'est-à-dire les trois chapitres, donc, c'est pas, EASIL ou la ACAD. EASIL, ACAD, je dis trois chapitres. Je sais qu'il y a un état de l'art, une conception, une conception et une implémentation. Comme le cas les GTR, c'est un peu différent. D'accord? Donc, je dirais entre 2 et 3. Ça dépend du thème. D'accord? Alors. Non, bon, pour le résumé, on va parler du résumé par la suite. Oui, bon, vous pouvez reprendre le résumé de la fiche, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Vous pouvez rédiger votre propre résumé. Bon, est-ce que c'est en 3 langues? Non, ce n'est pas une obligation. Donc, vous pouvez rédiger le résumé juste en français. Bon, maintenant, si vous voulez le rédiger avec d'autres langues, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, configuration d'un logiciel, bon, je sais pas, c'est une question, Abdelrahman Khalifi, c'est une question, des configurations d'un logiciel ou j'ai pas compris. Ok, très bien. Monsieur, les acronymes, قلت لنا كي نكتبوا un acronyme نديروا لا واش معناتها اسكو نديروا une liste d'acronymes في la fin ولا Oui, vous pouvez, mais à la fin, au début. au début. Au début. Donc, avant l'introduction générale, vous pouvez mettre une liste d'acronymes. Ou les définitions, نقدروا نديروا une liste de définitions. Oui, la liste d'acronymes, elle a des définitions mais le texte la première citation de l'acronyme, vous mettez la définition, vous reprenez la définition. Bon, quand je dis définition, par exemple, il y a un mot vraiment très technique, est-ce qu'on déroule à la fin ou au début une liste à les définitions des mots techniques? De moi, c'est pas la peine. Sauf si c'est un truc, non, et si c'est un truc qui m'a trouvé très technique, il faut mettre la définition, le paragraphe tag. Ah, sur place. Ah oui, il faut l'expliquer parce que sinon le lecteur il risque de ne pas comprendre la suite du travail. D'accord. Je pensais par exemple que tu as écrit on va dire la référence ou je la définition. Non. تقدر تحطها bon, il ما تقدرش تحطها في le paragraphe تاعك, دير ce qu'on appelle une note de bas de page تحتها la page تاعك et tu donnes la définition du terme. D'accord. Les définitions suivent les bas de page les mots c'est vrai, je sais pas sur place. D'accord. Voilà. Alors, on continue donc pour terminer. Donc, on a un chapitre d'implémentation, c'est ça. Donc, présentation des outils, donc ce que vous avez mis ce que vous avez utilisé comme outil donc, durant votre réalisation. Les interfaces, donc si vous avez développé une application, donc vous mettez les interfaces les plus importantes donc, de l'application, éventuellement avec quelques explications. Et bon, le troisième point, il n'est pas très important, mais ça sera un plus dans votre travail si vous arrivez à faire une petite comparaison entre votre solution et c'est-à-dire ce que vous avez réalisé et des solutions éventuellement que vous avez présentées dans l'état de l'art. Tout à l'heure, je ne sais pas, tu m'as posé la question à l'Iranin, j'ai étudié 3 algorithmes avec une comparaison. C'est bien de faire l'étude comparative des 3 algorithmes. Si par exemple vous allez proposer un 4e algorithme, alors ce qui est bien, c'est qu'après la réalisation, le chapitre 3, ou à la fin, je reprends un tableau comparatif, les 3 algorithmes que j'ai présentés dans l'état de l'art, plus l'algorithme TAI, et je fais une petite comparaison. Ça, c'est un plus, hein, d'accord? Donc, je ne demande pas à tous les étudiants de faire ça, mais ça serait bien de le faire si vous arrivez à avoir donc, le temps nécessaire pour le terminer. D'accord? Oui. Donc, ça sera un plus, hein. C'est un plus dans votre travail. C'est déjà... Oui, bien sûr. Voilà.
Voilà, donc ça c'est les chapitres. Alors, en termes de conclusion générale, donc on rappelle la problématique du projet. Donc, ça sera un petit rappel sur la problématique pour par la suite faire un bilan du projet, un bilan du travail qui a été réalisé. Et là, quand je dis le bilan du travail qui a été réalisé, les objectifs que j'ai définis, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure dans la conception, comme c'est important de définir clairement les objectifs à atteindre. Pourquoi? Parce que dans la conclusion générale, je vais faire le bilan de mon travail. Je vais m'auto-évaluer. Avant d'être évalué par les membres du jury, moi, je vais faire ma propre auto-évaluation. Et donc, par rapport aux objectifs que je me suis fixé ou que le promoteur m'a fixé dans la description du sujet, je fais une évaluation. Tel objectif, est-ce qu'il a été atteint, oui ou non? Tel objectif, est-ce qu'il a été atteint, oui ou non? Donc, je fais un petit bilan. D'accord? Et donc là, je vais clairement dire est-ce que les objectifs ont été atteints, oui ou non. Et dans ce cas, je peux atteindre les objectifs et m'arrêter là, c'est-à-dire m'arrêter aux objectifs. Donc, ça veut dire que ce qui a été demandé a été fait, mais je peux avoir deux autres scénarios possibles. Non seulement ce qui a été un autre scénario, c'est-à-dire non seulement ce qui a été demandé, je l'ai réalisé et j'ai fait un peu plus, parce que pendant que vous avancez dans le travail, vous savez qu'on peut avoir des idées, et donc là, je peux proposer autre chose qui n'a pas été défini dans la fiche du projet, et donc dans ce cas-là, il faudra valoriser ce plus, parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu par le promoteur, mais que vous avez pu réaliser. D'accord? Un plus dans le cas où tous les objectifs, tous les objectifs ont été atteints. Mais si les objectifs d'un projet comme, autant dire un objectif qui n'a pas été défini. Maintenant, c'est 0. Parce que vous allez être noté sur les objectifs définis dans la fiche du projet. Le président du jury, dans la soutenance, il y a la fiche projet, il y les objectifs définis par le promoteur, il va vous évaluer en fonction de ces objectifs. Donc, l'objectif principal, c'est atteindre ces objectifs. Maintenant, si j'arrive à atteindre ces objectifs et avoir quelque chose de plus, il faudra le valoriser. Non, il n'était pas prévu, non, il faut valoriser pour dire, voilà, on a rajouté d'autres objectifs qui ne faisaient pas partie des objectifs définis par le promoteur. Donc, vous valorisez l'effort supplémentaire que vous avez fourni. Dans certains cas, et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Pour une raison ou pour une autre, j'ai eu du retard, j'ai eu un problème technique, je ne sais pas, il y a eu, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas pu atteindre les objectifs. Donc, n'essayez pas de masquer. Oh non, je vais essayer de dire, voilà, non, j'ai atteint les objectifs, mais il y a toujours un mais. Non, je ne vais pas atteindre mes objectifs, mais je le dis clairement et j'explique les causes. Il y a eu un problème technique, j'ai eu des difficultés à apprendre une technique que je n'ai pas pu maîtriser. On apprend à tout âge et c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, la conclusion générale, c'est une auto-évaluation. Je m'auto-évalue avant d'arriver à l'évaluation des membres du jury. D'accord? Et après, c'est-à-dire avoir fait le bilan de mon projet, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à donner quelques perspectives pour améliorer votre projet. Et quand on donne des perspectives, ça donne une idée, là, ça donne l'impression que l'étudiant, il sait très bien et il maîtrise, premièrement, il maîtrise son projet et il a des idées pour améliorer encore plus son projet. Donc, ne négligez pas la partie perspective. D'accord? Donc, ça donne une bonne impression. Quand vous donnez de bonnes perspectives de votre projet, ça laisse une bonne impression aux membres du jury. OK? Ça, c'est pour la conclusion générale. Donc là, la conclusion générale, généralement, c'est sur une page et demie maximum. Donc, il ne faut pas trop la conclusion générale. Très bien. Pour la conclusion, on a les références. Les références bibliographiques. Donc, on a le document dans les 3 chapitres, surtout le chapitre état de l'art, ce qu'on va mettre comme référence, on va mettre ce que vous allez mettre dans le chapitre, c'est ça. Voilà ce que vous allez mettre dans les paragraphes. Qui ont comme rajouter à chaque fois la référence. Ah, la référence. C'est des références.
Donc, il y a plusieurs types de codification dans les références. D'accord? Soit j'utilise la représentation numérique, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien j'utilise la codification. Donc, les 3 premières lettres du nom, on bat les 2 chiffres de l'année. Ok? Donc là, par exemple, ABC, 21 pour dire 2021. La XYZ, 20, c'est pour dire en 2020. Donc, c'est la codification utilisée. Vous utilisez une des codifications. Ensuite, donc, c'est au niveau des chapitres. Quitte la partie référence bibliographique, les GMO, la conclusion générale, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre la liste, les codes, donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, la dernière référence, et pour chaque référence, vous allez mettre les informations qui permettent d'accéder à la ressource que vous avez utilisée. D'accord? Donc, généralement, si c'est un livre, par exemple, c'est le nom des auteurs, c'est le titre du livre. Si c'est un livre ou là, si c'est un article scientifique, donc vous mettez le type du document, la maison d'édition, l'année et tout. Donc, bref, tout ce que vous trouvez. Donc, essayez de voir des mémoires. Si vous avez accès à la bibliothèque, essayez de voir des mémoires qui sont archivées pour avoir une idée sur la structure de la référence, comment mettre des références dans la partie référence bibliographique. Vous pouvez aussi mettre une partie, ce qu'on appelle la partie webographie, d'accord? Là, c'est pour tout ce qui est ressources disponibles sur le web, donc tout ce qui est page web. Et là, ce qu'on met de particulier dans la partie webographie, c'est la date de consultation. Parce qu'une page web, elle est amenée à changer de contenu, à être mise à jour régulièrement, d'accord? Donc, mettez la date de consultation, pas au jour près. Bon, on n'est pas obligé de dire, par exemple, je sais pas, le 22 mars 2022, mais je peux juste mettre, par exemple, mars 2022, juste le mois et l'année. D'accord? Évitez, bon, tout à l'heure, il y avait une question sur YouTube, comme c'est pas très recommandé, de même que Wikipédia. Okay? Les étudiants qui ont Wikipédia, ça, c'est à éviter. D'accord? Parce que c'est tout le monde qui peut publier sur Wikipédia, et donc l'information, elle n'est pas fiable à 100%. Le résumé, classe, donc comme maintenant, les résumés, bon, éventuellement, si vous avez des annexes, vous pouvez mettre les annexes comme les références bibliographiques, et à la fin, donc, le document, vous pouvez mettre un petit résumé d'une demi-page avec quelques mots-clés. D'accord? Donc, c'est-à-dire ce que vous devez mettre. Bon, maintenant, est-ce que je dois le mettre uniquement en français, ou là en anglais, ou là en arabe? Il n'y a pas une obligation particulière pour un projet de licence. Faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser une page. C'est-à-dire, si vous mettez en 3 langues, vous allez réduire votre résumé. D'accord? Vous n'aurez pas assez de place pour mettre un résumé, je dirais, assez consistant. D'accord? Donc, vous serez obligé de réduire la taille du résumé. Donc, essayez de vous limiter. Bon, si vous voulez, à 2 langues, par exemple, donc en arabe et en français, hein, donc si vous voulez, et mettez donc je dis bien quelques mots-clés. Quand je dis quelques mots-clés, c'est 3, 4 maximum. D'accord? Parce que plus vous rajoutez des mots-clés, plus vous perdez en termes de précision concernant donc les mots-clés de votre mémoire. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire concernant donc la rédaction du mémoire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, donc d'autres questions, ou si vous avez d'autres remarques. Bon, alors, je vais voir rapidement donc les. Monsieur, j'ai une question. Par rapport au YouTube, je sais que c'est pas très fiable, mais par exemple, la chaîne Hadik, c'est quelqu'un de fiable. Par exemple, pour la chaîne YouTube, tu as Cisco. Là, par exemple, tu as une université ou un truc à c'est toujours, on peut toujours. Oui, mais généralement, ça décrit pour les Cisco. Cisco, généralement, le site web et avec la documentation. Donc, moi, je préfère, c'est-à-dire, au lieu de référencer la chaîne YouTube de Cisco, je référence un document qui est disponible. Parce que s'ils s'amusent à faire une vidéo, par exemple, pour expliquer telle ou telle notion sur leur chaîne YouTube, il doit y avoir nécessairement la même ressource sur leur site web. Donc, dans ce cas-là, moi, je préfère référencer le document qui parle de la même chose, qui explique la même chose que sur la chaîne YouTube. Oui, c'est vrai. D'accord. Ouais.
Monsieur, une autre question, s'il vous plaît. Alors, quand on a la fin, il y a par exemple un but à atteindre le plan de travail اللي درناه initialement, mais الواحد ما وصلوش باك ما كفاش الوقت ولا بالك جاي امبليمون لا ديرنيير ايتاب هذيك شغل مالغري شغل زياده ماشي حاجه في الكور تاع الخدمه شغل سي سورت دو بونيس مي اللي تندار في البلان تسمى نورمال يعني شغل سي با فريمون لا شوف سامي نفهم ولا حاجه si ça a été mentionné dans la définition du sujet oui c'est pas زياده le plan monsieur ماشي لا ديفينيسيون شغل باغ اكزومبل كي تقول زعما هذاك كيختار لنا واش حنديرو باغ اكزومبل حدير هذه وهذه وهذه وي مي هذيك شوف هذيك ما ديرهاش من عندك هذيك يفو تعاود تولي لا فيش بروجي تاع البروموتور وي جو بارل de la fiche projet تاع البروموتور وي si quelque chose a été mentionné, par exemple, je sais pas, par exemple, donc on a une solution, je peux نقدمها كما نقولوا normal, mais بالك الحاجة qui va apporter un plus, c'est qu'on a une interface graphique, بالك une interface web ou une application pour présenter les résultats ou une application desktop. C'est en quelque sorte, c'est pas vraiment le cœur du problème, mais c'est un bonus qui a été cité sur le plan. Un but à atteindre, ça reste un but à atteindre, mais dans notre touche, c'est pas un chose qui pénalise beaucoup. Non. C'est juste une question. Vous ne serez pas pénalisé sur ça. D'accord. Et par exemple, là, j'ai choisi une méthode à appliquer par exemple, pour moi ou selon l'état de l'art, selon les recherches. La méthode, elle va être optimale, des résultats qui nous on va la comparer avec d'autres méthodes. Il a dit que la méthode, il s'est avéré qu'elle n'est pas aussi optimale qu'on l'a pensé initialement, après les tests et tout. Ça reste une contribution. Bien sûr. Pénaliser les Non. Bien au contraire. C'est-à-dire le fait de dire que cette approche, elle n'apporte pas un plus, ça, c'est une contribution. D'accord. Je crois comme c'est-à-dire n'hésitez pas à dire ce qu'il y a. Donc, il n'y a aucun souci. Oui, tu as l'appliquer comme il veut, mais donc, le fait de démontrer qu'une solution elle n'est pas optimale, c'est une contribution. Oui, même les résultats qui sont pris en considération avec d'autres études, je sais pas. Voilà, ouais. Alors, bon, je reprends les questions. Concernant la question d'Alias Mahari, donc pour tout ce qui est configuration sur du matériel, est-ce qu'on doit tout écrire sur notre mémoire? Non, pas nécessairement. Donc c'est-à-dire, prenez juste les étapes, je dirais les étapes clés, les étapes les plus importantes que vous devez reprendre sur votre mémoire, d'accord? Est-ce qu'on copie les instructions ou bien des captures d'écran? Bon, si les captures d'écran sont claires, on peut se contenter des captures d'écran. Sinon, vous reprenez les commandes ou les instructions que vous exécutez. D'accord? Vous les écrivez clairement sur votre document. OK? Alors, c'est quoi une annexe? Bon, c'est vrai que maintenant, je suis à la partie annexe. Bon, la partie annexe, tout ce que vous avez, je dirais en plus, parce que vous êtes limité par le nombre de pages. Et donc, si vous voyez qu'il y a certaines parties qui ne sont pas très importantes, donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez les mettre en annexe. Parce que les annexes, mais qui la numérotation à les pages. OK? Donc, je laisse ce qui est essentiel dans le chapitre de conception ou dans le chapitre d'implémentation, ou ce qui n'est pas vraiment très important pour respecter avec la contrainte, le nombre de pages, ce qui n'est pas très important, je le mets en annexe. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif des annexes. Notez comme un exemple. Ceux qui travaillent, par exemple, ils font les diagrammes UML. Les diagrammes UML, on peut avoir une vingtaine de diagrammes UML. Mais si je m'amuse à mettre les 20 diagrammes UML sur le chapitre de conception, je vais atteindre les 30 pages facilement. Je garde les diagrammes les plus importants sur le chapitre de conception. S'il y a des diagrammes qui ne sont pas très importants, je les en annexe. Donc, on dit comme titre, annexe 1, diagramme UML secondaire, et je présente donc les diagrammes. Mais il faudra référencer les diagrammes sur le chapitre de conception. D'accord? Voilà donc le but des annexes. On peut avoir plusieurs annexes, hein, pas uniquement une seule annexe. Deadline pour le dépôt. Bon, sincèrement, pour le moment, c'est encore trop tôt pour fixer le deadline du dépôt. Actuellement, donc l'administration est en phase de validation des projets. Donc, je pense que c'est trop tôt pour parler de deadline. Hein. D'accord? Mais bon, écoutez,
c'est pas parce que quand je dis c'est trop tôt de parler de deadline, le deadline il va arriver, bientôt il va arriver. D'accord? Donc il vaut mieux travailler sans vous mettre trop de pression pour le moment. Pensez au deadline, mais essayez de travailler régulièrement votre projet. Mais monsieur, si on a par exemple un but à se fixer, est-ce que c'est mi-mai, la fin mai, fin juin, à peu près, pour Agda nous orienter à peu près? Voilà, sincèrement, avec, bon, juste, il y a 3 ans de cela, on était vraiment réglé. Généralement, c'était fin mai, les étudiants ils déposaient, les soutenances c'était la mi-juin et tout. Mais les dernières années, tout a été chamboulé. Donc, bon, je vais pas dire fin mai, peut-être, hein, je dis bien peut-être. Peut-être ce sera début juin pour le dépôt. D'accord. D'accord. Après, le problème, c'est que jusque-là, on n'a pas encore une date fixe pour la fin du semestre. C'est moi les examens les déposés ou là comment ça se passe exactement? Ça dépend. Régulièrement, les normes, هكذاك شنو دايرين يديروا. Les normes, alors des fois, ils déposent la semaine des examens. D'accord. D'accord, ça dit que la semaine. Bon, c'est un peu délicat. Les dernières années, c'est un peu délicat. Donc, je ne peux pas vraiment m'avancer sur une date pour le dépôt. Sauf, je pense, dès que la clôture de l'année universitaire, on pourra faire une estimation sur le deadline pour le dépôt. Et donc, dès que vous déposez, vous avez 10 jours pour la phase d'évaluation, donc avec soutenance et tout. Donc, le dépôt, c'est 10 jours avec il y aura la soutenance, programmation des soutenances. Les étudiants auront un deadline pour déposer كامل كيف يشغل deadline باين بعد une semaine ils soutenent كامل بين la section. Voilà, généralement c'est 2-3 jours, il y a 2-3 jours où il y a les soutenances et les licences. D'accord. Voilà. Alors, je termine la bibliographie. Qu'est-ce qu'on doit mettre exactement? Bon, Hadi, c'est juste Hadi, normalement, c'est le promo. Vous reprenez la bibliographie à la fiche projet. Et Hadi, la partie bibliographie, normalement, c'est le promoteur qui doit la mettre. Mais Hadi, c'est juste à titre indicatif. Hein. C'est pour aider l'étudiant à démarrer sa recherche bibliographique. D'accord? Ce n'est pas les références bibliographiques que vous allez reprendre dans le mémoire. OK. « 26 mai. Les mémoires, là, pour... Oui, j'ai compris. Parce que pour le moment, on parle du deadline du dépôt. Sincèrement, je n'ai aucune date. Et bon, à l'année d'administration, et sincèrement, pour le moment, on n'a aucune date pour le dépôt. On a reçu un email. Cette information. Pardon? On a reçu un email de l'administration de M. Boubnia. Boubnia. Oui. Il vous a dit que le dépôt, c'est le 26. Oui, il a écrit comme ça. Ainsi, nous fixons le samedi 26/3 comme dernier délai pour que les étudiants régularisent. Non, monsieur, je pense que tu as les fiches, regarde, mais tu as le mémoire ou tu as déposé. Voilà. Oui, je parlais de la fiche, mais c'était le mémoire, oui, bien sûr. Non, on parlait. Non, c'est autre chose. Le 26/3, oui, 26/3, c'est pour le dépôt. Le dépôt, tu as les fiches, pour clôturer l'opération de validation des projets. Mais je pense que la question qui a été posée par les étudiants, c'est le dépôt des mémoires. Je crois que comme je n'ai pas de date, donc ce n'est pas le 26. Mademoiselle Gerd, vous parlez du 26/5. Je pense qu'il y a le 26/3. Non, d'accord. Ne confondez pas entre le dépôt des fiches et le dépôt des mémoires. Les fiches, oui, c'est le 26 mars, mais les mémoires, pour le moment, il n'y a pas de date. Hein. OK. Soit faire une simulation ou je sais pas, hein, il faudra vous débrouiller pour faire. En tout cas, la démonstration sur place, il faudra la faire. Quelle démonstration sur place, monsieur? Le commentaire de Elias. Oui, je fais des configurations, etc. Il faudra reprendre les configurations, donc expliquer étape par étape tout ce que vous avez fait devant les membres du jury. S'il y a une démonstration. Si c'est un projet externe, vous essayez de faire une simulation. Ah, d'accord. Par exemple, mais chez nous, les résultats ce qu'on a obtenu, par exemple, on explique la méthode, etc. Non, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, si vous êtes dans un thème réseau avec des configurations et tout,
il faut expliquer donc le fonctionnement de votre, c'est-à-dire les phases de configuration, tout ce que vous avez fait, il faudra le reprendre devant les membres du jury. Monsieur, justement, C'est-à-dire pour expliquer que clairement le travail il a été réalisé, vous l'avez réalisé, et montrer par la suite les résultats de votre configuration. D'accord. C'est pour ça que l'interface avec elle va faciliter la présentation en quelques clics ou là. D'accord, je vois. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux finir sur ce qu'il a dit, Samy? Oui, bien sûr. Par rapport aux simulations, comment est-ce qu'on peut faire une simulation aux membres du jury quand on a travaillé sur de réels serveurs? Il y a des logiciels qui permettent de faire de la simulation. Donc, on doit refaire tout ce qu'on avait fait sur les serveurs avec un autre outil pour la simulation. Exactement. D'accord, merci. Ou bien, ça dépendra du jury. Il y a aussi, dans certains cas, on vous autorise à faire un enregistrement. C'est-à-dire vous faites la démonstration au niveau de l'entreprise avec un enregistrement. Donc là où vous commentez, donc à chaque fois que vous introduisez par exemple une commande pour la configuration et tout, et vous commentez ce que vous êtes en train de faire, peut-être qu'ils vont accepter ça. Là, ça dépendra du jury. D'accord. Mais il faudra prévoir le cas de la simulation. C'est-à-dire l'enregistrement peut ne pas être suffisant. Parce que le jury peut vous dire, on n'a aucune preuve que c'est vous qui êtes en train donc, de faire ce travail. Donc il aimerait bien voir ce que vous avez fait au niveau de l'entreprise, le voir c'est-à-dire, devant eux. Donc, au niveau de la simulation. Vous voulez dire qu'on doit réappliquer ce qu'on a fait pour notre solution devant les membres du jury, monsieur? Oui. Au moins une partie. Au moins une partie. Pour faire tout ça, monsieur. Je sais pas. Par exemple, quand il y a des implémentations qui configurent beaucoup de trucs sur des serveurs externes là, je pense pas qu'ils pourront tout reconfigurer. Il faut reprendre les parties les plus importantes. Il faut reprendre des parties les plus importantes. Là, ça revient au jury. Donc, je peux pas me prononcer à la place du jury. D'accord. Donc, il faudra, dès que vous serez fixé sur le jury, il faudra donc voir le jury, leur expliquer donc ce que vous faites et leur exposer le problème pour dire voilà, on a fait un sujet externe, donc ce n'est pas évident donc de refaire et tout. En bas de moment, ils vont vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire comme est-ce qu'ils peuvent se contenter d'une simulation où il y a une partie donc, qui sera simulée, ou il y a un enregistrement? Là, c'est le jury qui va décider. Monsieur, vous êtes un en tant que jury, peut-être qu'un jury, est-ce que, monsieur, est-ce que, par exemple, le côté confidentialité, par exemple, on a un serveur à Algérie ou je ne sais pas qui, mais il y a la configuration exacte ou les adresses, etc. Est-ce que, on va dire les jurys présenter etc. Oui, je sais. On a eu ce genre de problème. C'est-à-dire même si... c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, essayez de vous orienter vers une simulation. C'est-à-dire parce que ce qui est confidentiel, c'est surtout les données. Oui. Et la démonstration, vous n'êtes pas obligé d'exposer les données du serveur, par exemple, d'Algérie, ou là, de n'importe quelle entreprise. Oui. Mais en termes d'opération, c'est-à-dire ce que vous avez fait comme opération sur le serveur, qui contient ces données qui sont confidentielles. Ça, vous pouvez le reprendre, par exemple, au niveau d'un simulateur. D'une simulation d'un serveur X, mais je sais pas si le même simulateur. L'essentiel, on aurait par exemple la commande de Flania, tu as des résultats plus ou moins. Voilà. Parce que ce qui compte pour nous en tant que jury, c'est pas la donnée, j'ai pas besoin de la donnée. Je veux voir est-ce que l'étudiant, ce qu'il raconte dans le document, est-ce qu'il l'a vraiment réalisé? Est-ce qu'il sait le faire? C'est ce qu'on cherche. Maintenant, quand je vois que l'étudiant, il l'a effectivement réalisé, classe, pour moi, c'est bon. On passe à autre chose. D'accord. Ok. Oui, je vois. Alors, tout ce qui est machine virtuelle, moi, là, c'est bon. Question? Enfin, comme on dit, on a les étudiants concernant ce sujet, mais à force ça de toute façon, moi, je serai toujours là, donc on va se voir. C'est-à-dire, donc je serai toujours votre enseignant, donc on se verra chaque semaine, que ce soit en présentiel ou là on est. Donc même si entre-temps vous avez d'autres questions, donc
Donc, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Vous avez mon mail, on se verra chaque mercredi. Donc, n'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas. يعطيك الصحة monsieur. Voilà. Juste une question. Genre, le code source, est-ce que لازم نبعته les membres Pardon? Le code source, est-ce que نبعته les membres du jury? Non, pas nécessairement, sauf s'ils le demandent. D'accord. Mais par défaut, non. C'est-à-dire, par défaut, les membres du jury, il faut l'application. Bon, si vous avez développé une application, il aimerait voir est-ce que l'application, elle fonctionne. Bon, maintenant, s'il a des doutes, si le membre du jury il a des doutes sur le travail d'étudiant, c'est-à-dire l'étudiant, mais chez vous, le projet, là, il peut demander à l'étudiant de lui montrer le code source et lui poser des questions ou lui expliquer le code source. D'accord. D'accord, mais par défaut, non. Par défaut, on regarde juste l'application. La présentation d'Enseba, votre site, monsieur. Pardon? La présentation. Très bien, merci. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit, Inch'Allah, mercredi prochain. Inch'Allah, en présentiel, monsieur. Inch'Allah.